à l'époque, l'inspiration, c'était un peu la PayPal Mafia, tu sais, où tu as du Ouais. monde qui réussit, c'est une grosse entreprise qui réussit, ça redistribue un peu le savoir, les connaissances, le réseau. What's up, folks? Bienvenue sur Ça se passe. Aujourd'hui, je jase avec Laure Gabriel et Jean-Michel, cofondateurs chez UXCo, une firme d'experts UX, et Capian, un SaaS d'évaluation UX d'interface. Ce couple-là ont été une de mes premières inspirations de vrais SaaS builders à Québec. Fait qu'on va jaser produits-services, UX en SaaS, challenge entrepreneuriaux, on en couvre pas mal. Alright, on passe au show. Let's go! Jean-Michel, Laure Gabriel, bienvenue sur Ça se passe. Salut François, Salut. Comment ça va? ça va bien toi? Ça va super bien. Vous avez été pogné dans les travaux gargantuesques. Ben oui. Ils sont Sur en train de la refaire la rive rive sud au complet. Exact. Ils font une nouvelle rive. Une troisième rive. Souvent, 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 je demande aux invités comment on se connaît. C'est juste intéressant comme question quand on a une actual histoire à raconter. Là, je vais laisser GM y aller en premier, voir s'il se rappelle quand on s'est connus. Moi, j'ai mes idées, mais vas-y. Moi, je me souviens d'une bière à la Corrigan qu'on avait pris dans le temps de Snipcar Spectrum, Ouais. peut-être plus. Ouais. Puis on avait jasé, puis je pense que tu étais employé, pas super longtemps arrivé. Ouais, j'étais jeune et stagiaire, probablement. Peut-être. Hein. Stagiaire. Peut-être. On prenait une bière, il y avait Jean-Sébastien Tremblay qui était là aussi. Je pense que Georges Ouais. était là. Fait que, Ouais. ça tourne autour de ça, mon premier souvenir. OK. Toi, t'as-tu un... Moi, je me souviens quand les bureaux étaient genre limite Charlesbourg, Oui. Ouais. Balléry, Limoilou. Ouais. Moi, c'est ça mes premiers souvenirs. Puis tu sortais des toilettes. Comme C'était en haut des d'habitude. escaliers. On était avec Georges. Moi, un des premiers souvenirs que j'ai de vous, c'est un coup de main en termes de UX que vous aviez offert par rapport à Snipcart. Puis moi, c'était un monde alien pour moi, le UX, quand je commençais. En fait, tout ce qui était SaaS pis tech était très alien pour moi. Puis je m'en rappelle m'être dit quelque chose du genre, ben voyons donc, il y a autant de recommandations, tu sais, ou de trucs à améliorer, genre, puis d'avoir été un peu sous le choc de à quel point c'était une discipline ou une science ou quelque chose de plus sophistiqué que ce que j'aurais cru que c'était à mon jeune âge de Padawan, juste pour donner. Mais je pense que ça a été le début d'une amitié, même si on n'a pas été tout le temps méga proches ou whatever. Puis une autre chose que je vais donner comme crédit, vous êtes une des premières gangs qui m'a inclus dans un genre de petit cercle de gens qui construisent du SaaS au Québec. Puis je pense qu'à l'époque, vous appeliez ça SaaS Club ou Club SaaS. Il y avait comme un groupe quelque chose de Facebook. même. Ça se lave, oui. Ouais. Puis il y avait Jean-Philippe Boilly qui était là. Il y avait vous autres. Il y avait quelqu'un... Dominique d'autre- Goulet aussi. Oui, le d'autre de Gymnasium aussi. Ouais, Philippe Lafoucrière. Lafoucrière. Ouais, la Ouais. Foucrière qui a rendu chez Puis GitLab. ça, là, genre d'avoir des pairs qui construisent des produits numériques autour de toi puis dans la même région que toi, ça a été mon premier goût de ça. Puis en tout cas, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Fait que je suis encore reconnaissant de ça. Ouais, c'est hyper important, c'est ce côté-là de communauté. Ce qui est cool dans le SaaS, c'est que tout le monde gagne. Tu sais, en service, tu te voles de la part de marché, puis en SaaS, tu t'entraides. Les boîtes de service à Québec, ils compétitionnent entre elles, puis les Ok, SaaS, je comprends ce que tu veux dire. mais s'il y en a une qui gagne, s'il y en a une qui réussit, ben, ça retombe sur tout le monde. Tu sais, à l'époque, l'inspiration, c'était un peu la PayPal Mafia, tu sais, où tu as du Ouais. monde qui réussit, c'est une grosse entreprise qui réussit, ça redistribue un peu le savoir, les connaissances, le réseau. C'est intéressant. J'ai le goût que vous me fassiez un petit highlight de vos parcours. Laure? Oui, avec mon petit accent. Ça fait Ouais. 17 ans maintenant que je suis au Québec. Je suis venue pour les études. J'ai fait une maîtrise en UX. OK. Une des premières qui se donnait À Montréal ou à Québec? à Québec, à l'Université Laval. Puis après, rapidement, j'ai essayé de travailler dans l'entreprise. Puis finalement, je me suis dit, je vais peut-être starter ma boîte plus rapidement que prévu. OK. Donc, j'ai parti UXCo. J'ai incorporé UXCo en 2012. Jean-Michel est venu me rejoindre. Puis on a rapidement, plus ou moins rapidement, en fait, moi, je connaissais rien à ce que c'était le SaaS. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je savais qu'il y avait des logiciels en ligne. Je savais pas comment monétiser ça. Je savais que ça existait, mais je savais pas quoi faire avec ça. Fait que Jean-Michel m'a ouvert à ça, puis on a starté Capian, en fait, à la suite du service conseil. Là, on a vu qu'il y avait des besoins qui émergeaient, puis, Nice. puis on a fait rapidement nos premières embauches en service. Puis c'est là où on s'est rendu compte que service et produit, c'est pas forcément les mêmes embauches. Absolument.
Fait que c'est ça. Puis moi, je travaillais autant dans le gouvernemental que dans la start-up, que dans le privé. OK. Puis ce qui m'intéressait vraiment beaucoup plus, c'était pas tant les interfaces, c'était vraiment l'aspect beaucoup plus business. Fait que vraiment purement UX, analyse des besoins, match des besoins d'affaires avec les besoins de l'utilisateur, du end-user pour l'adoption. OK, cool. Même question pour toi, mon gars. Ben, Laure a dit qu'elle connaissait rien au monde du produit, mais moi, je connaissais pas tant de choses que ça au monde du service. Moi, j'ai toujours eu une obsession avec les produits. Moi, j'ai grandi avec des ordinateurs, j'ai toujours programmé, puis j'ai fait mon premier shareware à l'époque. Je sais pas, j'avais 17 ans, mais en 99, j'avais aucune idée comment vendre sur Internet. Tu sais, il fallait que tu envoies des CD en COD pour que la personne te paye à l'autre bout. Fait que j'avais jamais fait d'argent sur Internet parce que je savais pas vendre avant PayPal, des choses comme ça. Puis là, après, j'ai fait un bac en informatique. Je travaillais chez Copernic à l'époque, Canoë. Oui. J'ai monté un réseau social en 2007, je pense, OK. avec 150 000 users. Mirego, j'étais un des premiers employés. J'étais Oui, c'est associé vrai. chez Mirego. Après, chez Ubisoft, j'ai eu un brevet en cloud computing à l'époque, à R&D. Fait que ça a été mes armes côté professionnel employé. Ouais. Puis après, je me suis dit, il me semble, ce serait le fun de faire autre chose. Puis là, j'ai rencontré Laure Gabriel qui lançait sa boîte avec son profil un peu plus entrepreneurial que moi. J'ai dit, let's go, buddy, t'es capable. Ouais. Puis on a commencé à travailler ensemble au début sur des mandats UX, parce que moi, je suis programmeur, puis elle est plus design business. Puis des programmeurs, ben, c'est facile pour eux de mener les autres en bateau avec des termes techniques, Absolument. par exemple. Puis de dire, ah non, telle chose, ça se fait pas, ça va prendre 3 semaines. Puis Laure Gabriel, par exemple, elle dit, ben, elle sait pas si ça prend 3 semaines ou ça prend une semaine ou s'il y a des trade-offs à faire. Puis on a commencé à travailler comme ça ensemble au début, là, plus sur Xcode. Puis à un moment, ben, on parlera de la jeunesse de Capiane plus tard, mais on est arrivé à développer notre propre produit. Parfait. Puis vous êtes cofondateur. Vous vous appelez cofondateur de autant de UXCO. Fuck, je vais le dire en anglais, guys. Ça vous dérange Oui, pas c'est trop. bon. J'ai comme. Je veux pas, UXCO. Et puis Capian, les deux, vous prenez le titre de cofondateur dans ces deux entités-là, disons. C'est Laure qui a lancé Xcode. Je me suis joint à elle. C'était joint, OK. Mais, puis Capian, on va dire, c'est plus moi qui ai initié la patente, mais c'est la même aventure. On est les deux là-dedans, c'est la même aventure. Super. Puis là, la question que je veux poser depuis le début, mais je me dis, je la pose-tu pas, mais je vais la poser parce que c'est mon podcast. C'est, est-ce que vous êtes rencontrés sur un plan d'affaires en premier ou un plan personnel en premier? Personnel. Personnel, ouais. Parfait. On s'est connus au WAC. Vous êtes connus au web à Québec? Fait que c'était un peu pro quand même. Ouais. Tu vois, on était quand même dans le milieu puis dans l'industrie. OK. Mais sur un plan perso, mais dans un événement pro. Parfait. Fait que la business a suivi le plaisir. Ouais. Disons c'est exactement ça. Bon, puis là, pour le monde qui écoute, qui sont pas familiers avec vos parcours, on a mentionné 2 entités. On a mentionné UXCO, puis on a mentionné Capian. Ouais. Pourrais-tu me décrire UXCO, vu que tu étais la fondatrice? OK. Chez UXCO, les services qui ont un peu évolué quand même dans les dernières années, mais majoritairement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de l'accompagnement avec les compagnies qui ont des besoins numériques, tant que ce soit dans la fameuse transformation numérique, donc des PME qui ont besoin de se numériser pour être plus productives, plus compétitives. Fait que là, on regarde, par exemple, c'est quoi leur parcours, mettons, pour un employé, là, genre les punchs. Mettons, une compagnie manufacturière, mettons les punchs, ceux qui soient papier, on regarde la possibilité, en fait, de numériser la compagnie pour que ces employés-là soient plus productifs, que les entreprises fassent plus de marge, puis qu'elles se distinguent mieux sur le marché. Par la suite, c'était vraiment un gros enjeu au niveau du Québec. Fait qu'il y a ça. Les autres aspects qu'on fait, on fait vraiment beaucoup plus de l'accompagnement produit. Fait que, mettons, une start-up c'est bon. a besoin de créer vraiment un logiciel, un SaaS, peu importe. On va regarder c'est quoi les besoins d'affaires, qu'est-ce que les fondateurs, en fait, ont en tête. On va aussi faire de l'analyse de marché d'une certaine façon pour vraiment valider le besoin. Puis, mettons, c'est quoi les premières fonctionnalités dont ils ont besoin, les utilisateurs, pour adopter le produit. Il y a cette partie-là. Et il y a la partie aussi où on va essayer de monétiser assez rapidement. Fait que, ou sinon, ça, c'est vraiment pour le début d'une start-up. Ouais, mais c'est ça, c'est dans les premiers chapitres de cette compagnie-là, même avant qu'il y ait des fois du code d'écrit. Ouais, c'est ça. Fait que là, on peut commencer à bâtir des sites web, regarder les intentions de recherche. Évidemment, il y a une part SEO.
On travaille avec des experts aussi en SEO. On en a un petit peu, nous, à l'interne, parce que par le biais, là, ça fait partie de nouveaux services qu'on a mis en place. OK. Parce que les deux vont ensemble. UX et SEO, là, on en avait déjà parlé dans les dernières années, ça couche ensemble, là, cette affaire-là. Là, on ne peut pas faire autrement, là, surtout sur le web. Après, sur le produit en tant que tel, c'est encore différent. Fait que là, le but, c'est de regarder vraiment c'est quoi les intentions de recherche pour aller calibrer cette intention de recherche-là pour faire en sorte aussi de supporter tout le reste du marketing ensemble. Fait qu'on est vraiment dans qu'est-ce qui se passe dans la tête des utilisateurs, qu'est-ce qui se passe dans la tête des clients pour anticiper aussi certains besoins qu'ils pourraient avoir pour générer un intérêt et donc un besoin et donc une valorisation monétaire par la suite. Et donc, à la fin, le but, c'est de créer l'adoption. En fait, tu as fait au début, c'est de créer l'adoption pour qu'il y ait une valeur monétaire. Puis, on dirait que je suis un tantinet surpris à quel point, mettons sur 10 mandats, est-ce que vous êtes toujours tôt dans l'aventure du client ou des fois vous êtes plus en mode pompier de genre, écoute, là, on a atteint, mettons, une croisée des chemins, on n'est plus capable de scaler ou de générer plus de revenus ou notre application n'est pas appréciée du tout par nos utilisateurs pour X, Y. Faites-vous ce rôle-là aussi un peu plus pompier? En fait, c'est drôle ce que tu dis parce que dépendamment de la culture puis de la maturité du client, on arrive, plus la maturité est basse, d'une certaine façon, plus on arrive en tant que pompier. Et c'est là où, en général, le pompier, tu sais, la maison brûle, là, fait que là, il faut que le feu, il arrête. Fait que des fois, il faut quand même casser beaucoup d'affaires pour, justement, pouvoir rebâtir par la suite. Plus on arrive tôt dans le processus, plus on est capable d'après d'avoir en fait de la vélocité niveau développement, niveau marketing, etc. Fait que idéalement, le UX, tu l'embarques le plus tôt possible dans tes process, quitte à avoir un designer qui va travailler une journée, 2 jours, mettons une vingtaine d'heures par mois pour créer cette vélocité-là. Parce qu'après, les équipes de dev, ils peuvent être noyés avec un seul changement. Fait que là, ils coupent le UX parce que le UX, c'est source de changement. C'est sûr, c'est source de changement. Parce qu'on est là, justement, parce qu'il faut corriger des affaires pour créer l'adoption, pour créer de la valeur aussi par la suite. Got it. Fait que, c'est ça. Quand est-ce que Capian arrive dans le décor? Puis juste rapidement, justement, c'est quoi Capian? C'est un logiciel pour faire des évaluations d'interface. Donc, un type de mandat qu'on fait, tu parles justement d'intervenir en pompier, c'est on prend un système existant, un site existant, une app existante, puis on se promène dessus, puis on fait ce qu'on appelle une évaluation heuristique. C'est un genre d'audit là, de comment ça marche du point de vue de l'expert UX. Fait que l'expert UX utilise l'outil, la plateforme, puis bon, ici, il y a un problème pour telle raison. Mettons, l'utilisateur va avoir de la difficulté à comprendre tel concept parce que, je sais pas, le bouton est... mettons, le logout est en haut à gauche plutôt qu'en haut à droite. Ça, c'est des patterns, là, on est habitué, mais il y a des trucs d'ergonomie cognitive aussi qui n'ont pas changé. Tu sais, l'humain, là, comme on n'a pas évolué si vite que ça dans les dernières années, mais ça a beaucoup changé. Il y a une couple de milliers d'années, là, c'est pas mal le même pattern. Puis ça, moi, je regardais Laure Gabriel travailler, je la regardais faire ses évaluations, puis là, je disais, hey, c'est long, elle travaille avec Word, elle prend des screenshots, elle met ça dans Snagit, elle ouvre ça, elle édite ça, c'est ça dans Word. Ça, c'est il y a 15 ans, mettons. Ouais. 13. Dizaine d'années, là, 12, 10, 11 ans. En fait, j'étais en mandat à la CSST, merveilleux ministère, en passant. Puis là, je voyais que les équipes, ils s'échangeaient des documents Word, puis jamais un jour. On arrivait en meeting, là, puis c'était corrigé en je sais pas combien de couleurs, puis dans les mails, c'était « Ah, ben là, je t'ai mis ce commentaire-là en rouge. » Tu sais, genre, déjà, l'écriture en rouge, c'est un peu violent, là, quand tu lis ça. Puis l'autre, je t'ai mis ça en bleu capital dans le mail. Puis c'était quand même, c'est un foutoir monumental. Puis ils étaient jamais capables d'avoir les documents à jour. Fait que là, on s'est dit, ça faisait déjà plusieurs projets startup qu'on essayait de faire, puis pas forcément dans notre expertise. Puis Jean-Michel m'a vu travailler. Puis j'avais déjà un mentor à l'époque, puis qui m'envoyait certains rapports en fait à faire. Puis on utilisait donc Snagit, puis des templates Word. Puis là, on s'est dit, Jean-Michel m'a vu travailler. Fait que ça n'a pas de sens avec tout ce que tu me dis là. Fait que là, il m'a fait une première version. Ouais. J'ai fait un premier prototype, juste de quoi ça pourrait avoir l'air, côté UI, côté interaction un peu. Puis il a dit non, c'est pas ça marche pas, ça fait pas pantoute. Dans mon flow de travail, c'était pas ça. Ouais, mais c'est ça, mais c'est un peu l'UX aussi, là, plutôt que de faire une solution au complet. On a fait un premier prototype de quelque chose de base. Ensuite, j'ai fait un deuxième prototype, puis là, ça serait pas pire. Fait que là, on a fini le produit, on a mis un sign-up dessus, puis on a eu nos premiers users quand même rapidement, même s'il y avait des bugs, ils trouvaient qu'il y avait une belle valeur pour faire ce type d'évaluation-là. Fait que là, c'est juste d'affirmer qu'il y a eu une bonne dose de dog fooding
dans la Oui. création Ouais, de ouais. Capian. là. Oui. Énorme. Oui. L'expérience que vous viviez dans UXCO, dans les analyses UX que vous deviez faire, whatever, elle a nourri un peu un problème à régler. Ouais. Puis est-ce que c'est aussi juste de dire que, parce que tu as parlé de premiers users qui arrivent quand même rapidement, votre réseau ou votre communauté de gens experts en UX, as-tu servi aussi dans l'adoption au Oui. début? Ou... Oui, vraiment. En fait, c'est à la fois une bonne affaire puis une moins bonne affaire qu'on a fait, c'est qu'on a pris un peu trop souvent l'avion à une période. Fait que là, pour étendre notre réseau. Puis moi, ben, je suis française, fait que le marché, pour moi... ça s'entend pas. J'essaye au bout de 17 ans, mais bon, de casser mon accent, mais bref, il reste un peu là. Fait que pour moi, le marché naturel, ça a été de me dire, OK, la communauté francophone, UX, est plus importante en France, juste parce que les compagnies sont beaucoup plus grosses. Fait que le marché aussi est très, très compétitif. OK. Fait que là, le marché est beaucoup plus développé en Europe. Fait qu'on s'est dit, bon, bah, on va aller voir qu'est-ce qui se passe en France. On va aller au UXD, on va aller à FLUPA. Je me suis fait mettre aussi en relation avec Christian Bastien. C'est lui le créateur des grilles d'ergonomie cognitive, Bastien Escapin. Fait qu'on a pu le rencontrer, on a pu parler avec lui. J'ai rencontré d'autres profs aussi, des profs universitaires, des chercheurs aussi. Fait que là, on a bâti notre réseau là-dessus. Puis on s'est dit, bah, tiens, tu sais, comme, peux-tu tester Capian? Puis là, Capian, naturellement, a commencé à rentrer dans les écoles. Donc, dans les écoles... Les écoles qui enseignaient l'UX. Oui, Capian est pas mal présent dans les écoles. Dans les écoles privées, enfin les privées, tu sais, comme les formations continues pour adultes. Chez les jeunes aussi, dans plusieurs universités, dont l'Université de Belgique qui me vient en tête, à l'UQAM, à Montréal, à HEC... C'est intéressant, ça, parce que... Ça, c'est à Montréal, là, mais en France, en Angleterre, aux États-Unis aussi, à plusieurs places. Là. Parce que moi, c'est une facette de votre parcours sur laquelle j'ai aucune visibilité. Tout ce que vous avez fait en France, genre, ou peu importe le nombre de vols que vous avez pris, by the way, votre empreinte carbone. Ouais, c'est ça. C'est moins bon. C'est une farce. On s'est racheté pendant la COVID, on l'a pas pris. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, j'ai pas beaucoup de visibilité là-dessus. Fait que je sais pas si je veux double-cliquer tout de suite là-dessus, mais mettons un signet sur la France, mettons, parce que je veux qu'on y revienne. Avant, j'ai envie d'avoir un ordre de grandeur sur Capian, UXCO. Y a-tu quelques chiffres, mettons, que vous pouvez me partager pour qu'on ait une idée? Ouais, UXCO, ça fait quoi? Ça fait 12 ans aujourd'hui que c'est incorporé. Nice. Toi, tu avais commencé plus en 2010. Fait qu'on a, je sais pas, peut-être une centaine de clients. On a fait de l'événementiel aussi avec UXCO. On a fait une vingtaine de meet-ups, ça s'appelait les soirées UX. On a fait 5 conférences aussi. C'est la journée UX internationale, parce qu'on avait des speakers qui venaient d'un peu partout. C'est un événement, au début, on était, je sais pas, 40 personnes. Puis le dernier, on était 200 quelques, peut-être. Ouais. Ben, la toute première journée, en fait, les 2 premières années, c'était sur invitation seulement. C'est cool, moi, je trouve ça. Ouais, c'est comme on passait sous les radars, mais c'est une personne qui nous avait dit ça, sauf que ça prend une énergie phénoménale pour faire ça. Mais bon, on l'a fait pareil. Ouais, tout en cold. Tout en cold, mais fait qu'on a développé une bonne expertise là-dessus, puis une bonne résilience, parce que c'était assez stressant d'envoyer des mails non sollicités aussi au début. C'est des choses qu'on n'avait jamais faites. Sollicitait des présentateurs, présentatrices et des participantes, genre? Participants, ben ouais, ceux qui venaient assister à la conférence. Mais puis c'était des VP, là. C'était des VP et directeurs. Fait que c'était quoi le play stratégique? Parce que vous êtes du monde d'affaires, pas juste de... Genre, y avait-tu un incentive de pouvoir vendre les services de UXCO, vendre Capian aussi? Oui, c'était les deux. Oui, c'est ça, c'était les deux. Puis c'était essayer de montrer que l'UX est abordable. Hein. Puis que si ils mettent... Financièrement, tu veux dire abordable? Oui, financièrement, puis que c'est rentable. Puis de montrer qu'à d'autres places, dans d'autres industries, dans d'autres pays, ils l'ont fait, puis ça a fonctionné. Puis que là, la vélocité des équipes, la croissance aussi économique des entreprises est vraiment beaucoup plus importante aussi. Fait que c'est ça aussi qu'on voulait montrer. Fait que là, on avait, là, ça a changé de nom, là, mais on avait la directrice de la capitale, de SSQ qui venait. Au début, c'était vraiment d'éduquer les décideurs. C'était pour ça que c'était sur invitation, parce que le meet-up, c'était éduquer la communauté. C'était que les designers partagent entre eux. C'était qu'on bâtisse un réseau de savoir, qu'on partage le savoir entre les experts, entraide. Mais les journées UX, c'était plus pour former puis éduquer les décideurs, les preneurs de décision dans les entreprises pour étendre l'industrie, étendre le marché UX, et pour nous, et pour d'autres. Fait que c'était basically une forme de contenu marketing pour vous aussi. Là, on éduque le monde, on leur amène de la valeur, puis genre, il y a un pourcentage de ces gens-là qui risquent éventuellement de faire affaire avec nous.
Ben, c'est ça. Puis que les designers qui venaient aux soirées UX après, ben, ils soient plus supportés. Là, parce que là, c'est drôle parce que c'est revenu là, depuis 2023. On est revenu comme il y a, mettons, une dizaine d'années en UX puis en UI. C'est quoi ce point-là? On est revenu où? Ben, à un point de les designers sont revenus à des exécutants, donc ils restent uniquement dans la production. Il y a très peu de stratégie. J'ai parlé justement hier avec une de nos amies qui est directrice exécutive chez Frog, là, qui est achetée par Capgemini. Puis on sent vraiment un recul. Ça, c'est l'effet des taux directeurs qui sont plus élevés. Donc, la masse salariale coûte plus cher, etc. Là. Fait qu'il y a comme moins de lousse pour jouer ce rôle-là de UX expert, d'analyste un peu stratégique, puis c'est comme dessine tes triangles. C'est rectangle, triangle. C'est pas mal ça. Jamais de triangle. On a des clients aussi dernièrement qui nous ont dit, ben nous, on veut augmenter le taux de conversion, mais on veut rien changer. Tu vois, ils veulent vendre plus, ils veulent utiliser le UX pour améliorer leurs produits, leurs ventes, leur com, leur marketing, mais ils veulent pas mettre de temps et d'effort parce qu'ils ont besoin de vendre plus, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent pour mettre des gros sous parce que ça coupe un peu partout, il y a des fusions. C'est-tu un peu une vibe de... On cherche des quick wins, puis on cherche des genres de trucs... Login dans Stripe, réduit le prix de la moitié, publish. Tiens, et voilà, tu vas avoir plus de commentaires. Mais... ouais, ton revenu va être un peu affecté, mais... Puis Capian, ça s'est manifesté à peu près 2-3 ans après le début du UXCO, mettons. J'ai dû commencer à travailler là-dessus un an et demi après le début officiel du UXCO. Okay. Parce qu'on l'a lancé en 2014. Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans cette année, Capian. OK. Puis est-ce que vous avez été principalement les deux opérateurs ou personnes impliquées principales, autant dans UXCO que Capian? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui ont fait partie du parcours, que ce soit pour la firme UXCO ou le produit Capian? Je pense au début, on était plus en mode genre l'armée d'un seul homme. Ou l'armée d'une seule femme, on est deux, mais bon, peu importe ce que tu dis, ça fait pareil. L'armée d'un seul couple. Ça, c'est le secret de mieux garder de l'industrie. Puis, je te parlais tantôt un peu d'indépendance, d'autonomie. Il y avait cette volonté-là de faire nos affaires et de les faire tout seul. Fait que pendant longtemps, on était plus là-dedans à tout faire. Tu sais, on te parle d'événementiel, on parle de Capian, on parle du XCO, on parle du marché, on parle de l'Europe, on parle des confs. C'était juste nous deux. Là. Juste nous deux tout le temps pendant, je sais pas, 6, 7, 8 ans. Puis à un moment donné, on a fait, bon, mais ce serait cool d'avoir de l'aide. Ce serait cool d'avoir du monde qui nous épaule puis qui nous permettent d'aller plus loin, plus vite. On avait quand même des consultants. Oui, mais je veux dire, le core qui drivait tout ça. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Ouais. Mais en 2016, quand même, 2016-2017, il me semble, dans les années, dans ces années-là, on a quand même regardé des fonds d'investissement. OK. On a arrêté assez rapidement. Pourquoi? Parce que je suis actionnaire majoritaire et ça semblait pas vraiment plaire aux investisseurs. Tu me regardes pour vrai, là. Je regarde normalement. Parce que tout le monde me regarde comme ça quand j'en parle, mais c'est ah ouais, mais vous allez vouloir avoir des enfants? Fait que moi, je veux plus travailler. Oui, mais ça pourrait être lui qui voudrait plus travailler. Ou je sais pas, moi, tu sais, des enfants, c'est pas un cancer, là, tu sais, genre, t'es pas en chimio. Tu sais, genre, en tout cas, bref. Fait que c'est ça. Fait que là, laisse-moi essayer de récapituler ce que tu viens de dire, là, pour être sûr que je comprenne bien. Dans le fond, vous étiez au début de l'aventure, ou du moins... Ouais, 2015-2016, là. Une couple d'années. On avait lancé Capian depuis une couple d'années. Puis là, vous vous êtes dit, hey, il y aurait une fourche de chemin qui pourrait être d'aller chercher des investisseurs externes pour, comme, gazer la croissance. Là, vraiment aider, fueler, ça, je cherchais les en français, ça sonne bizarre, gazer. Pour la croissance. Puis là, vous avez comme cogné à une coupe de porte. Est-ce que c'était spécifiquement du capital de risque que vous êtes allé voir? Oui. Capital de risque, il y avait un incubateur à Montréal, un incubateur accélérateur. Là. Ça, c'est pas, les appels sont pas très bien passés. C'était plus dans le B2C. Moi, ce que je veux, c'était vraiment B2B. Il fallait qu'on délaisse le service. Mais tu sais, pour moi, là, le meilleur modèle, c'est Salesforce. Prennent un produit qui vaut quand même quelques milliers de dollars par année pour les business, voire des dizaines de milliers de dollars, puis ils l'installent en service. Ils sont capables d'alimenter le produit par le service en détectant les nouveaux besoins. Fait que pour moi, ça, c'est le meilleur business model. Là, on le retrouve parce que les banques aux États-Unis ont fait faillite. Fait que là, les startups, il faut qu'elles se refinancent, fait qu'elles commencent à faire du service.
Mais c'est une façon de développer ton produit qui est hyper bonne. Il y en a plein qui le font. Là. Je peux pas dire Fait non, que là- là, mais il y en a plein qui le font. Là. Fait que là, t'avais des VC qui peut-être percevaient le fait qu'il y ait du service d'impliquer comme un désavantage ou un risque. Oui, ils n'en voulaient pas. À l'époque, c'était mal. C'était très mal, là. Tout le monde te disait de jamais faire du service et du produit en même temps. Et aussi que le fait qu'il y a une femme founder en âge de devenir potentiel. Fait que tu sais, t'as comme eu ces risques potentiels-là identifiés par ces gens-là, puis vous, ça fitait pas avec votre thèse, fait que vous avez fait, ben là, si on n'est pas capable philosophiquement de s'aligner, c'est sûr que je vais pas lever ce genre de capital-là, puis je vais continuer de faire mes trucs. C'est exactement ça. Moi, je suis sûre qu'après, dans les recherches, peut-être qu'on était trop tôt ou qu'on n'a pas forcément cherché, mais après, je savais qu'il y avait des femmes investisseurs, mais il y avait peut-être un peu moins de capital, c'était moins... Il y a quasiment 10 ans qu'on cherchait du capital, puis le capital a beaucoup, beaucoup évolué massivement juste avant la COVID, là, où l'argent, il y en avait quand même pas mal plus. Les fonds ont été restructurés, enfin, surtout structurés. Là, le fédéral au Canada vient de mettre des fonds pour les femmes aussi, entrepreneurs. Fait que le mode était vraiment différent. Puis au Québec, du SaaS... Tu sais, mettons, t'allais chez Ange Québec, là, t'avais aucune fucking idée de ce que c'était du SaaS. À l'époque. Aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. Fait que bon. Fait que là, on s'est dit, fuck off. Non, mais je veux dire, ça doit être décalissant, là, de se faire dire ça aussi. Ah, j'étais un peu vénère, quoi. Puis même quand... Puis tu sais, la mentalité, c'est l'avant-dernière journée UX en 2018. J'étais enceinte un mois d'accoucher. Avec Jean-Michel, on s'est dit, j'en ferai pas de journée UX, on va attendre l'année suivante. Finalement, on en a fait une. J'étais à 3 jours de signer un deal. Ils m'ont vu enceinte jusqu'aux yeux. Ils ont fait finalement, ils m'ont ghosté, tu vois. Enfin, des clients, tant dans le service que pour installer le logiciel dans les compagnies. Je fais comme, tu veux-tu vraiment travailler avec ces compagnies-là? La réponse, c'est sûr que c'est non. Mais après, il faut tout ce qu'on bouffe, tu vois. Il faut être réaliste avec ça. Fait que ça m'énerve. Ça m'a sérieusement affecté l'entrepreneur en moi parce que j'avais tout prévu, tu sais, pour la suite. Mais bon, fait que là, tous ces événements-là, ça gosse, puis ça vient vraiment à l'encontre de beaucoup de valeurs. Ouais. Puis tout ça pour dire que ça a été une succession d'événements, de rencontres où on a fait, on va bootstrapper. Ouais. Mais juste avant qu'on continue, on a préparé une liste de tous les gens qui t'ont parlé du fait que tu étais une femme. Puis... tu ris, mais il y a des clients qui ont explicitement dit, écoute, le jour où tu es enceinte, on ne travaillera plus ensemble. J'étais devant. J'étais devant. Ouais. Puis des gens qui nous aimaient bien, hein, mais dans leur tête, c'était juste inconcevable de continuer à travailler avec quelqu'un si tu prends une couple de mois de congé maternité. Enfin, moi, j'avais prévu 6 semaines. Bon, ça a été... ça, c'était ambitieux. C'était une erreur. Mais moi, ce qui me frappe le plus, ça va être un petit peu nombriliste, mais c'est wow, à quel point moi, j'ai jamais eu besoin de penser à ça ou que ça m'a même pas traversé l'esprit, tu sais. Puis il y a plusieurs femmes en tech avec qui je parle qui me racontent des histoires petites, puis à chaque fois, je fais calisse, j'avoue que ce côté-là, moi, ça m'a jamais affecté, hein. C'est forcé de constater. Mais je trouve ça cool qu'on puisse en parler aussi, juste comme ouvertement de même. C'est vraiment intéressant. Puis là, le bootstrapping, c'est sûr que c'est plus... Il y a moins d'argent dans il y en a moins. Beaucoup moins. Il y a moins d'argent dans les coffres. Fait que là, moi, ce qui m'intéresse à partir d'ici, c'est un peu de comprendre à quel point, dans l'industrie du UX, au niveau produit logiciel, à quel point il y avait de l'offre puis de l'éventail, mettons. Parce que là, Capian arrive sur le marché, vous avez déjà un certain réseau, vous organisez des events, vous avez vos premiers clients, etc. Ça scale au point où ça scale, là, je suis pas au courant. Mais est-ce que les gens vous comparent à d'autres logiciels? Est-ce que les gens font des trucs comme Laure faisait un peu in-house, un peu plus à la mitaine? Ça ressemble à quoi le landscape, mettons? Oui, la mitaine, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup. Il y a beaucoup de monde qui travaille avec PowerPoint, qui travaille avec Word, puis ils aiment ça. Ils aiment ça prendre le temps de monter leur rapport, puis de prendre du temps de fignoler, puis de prendre du temps de jouer avec. Comme méticuleux, OK. Ouais, non, mais pour vrai, c'est comme c'est un plaisir. Ça, c'est un peu le marché du freelance, si on veut. C'est un plaisir. Puis, il n'y avait pas vraiment de compétition en tant que produit. Puis, en tant que startup, tu te fais souvent dire que c'est un mal pour un bien. Là. Tu ne sais pas trop si tu vas réussir à atteindre le marché ou pas. Puis, ça nous a servi comme ça nous a desservi, surtout dans un point de positionnement, je pense. Puis, par la suite, il y en a eu d'autres, dont d'autres qui ont copié intégralement des pages entières de notre contenu, les grilles ergonomiques au complet de ce qu'on a fait.
il y a deux produits qui sont sortis, puis j'ai pas eu l'impression que ça levait tant que ça. Il y en a un qui a l'air d'avoir quand même pas mal de users, mais parce qu'il est freemium. Fait que tu sais jamais ce que ça vaut. C'est un SaaS qui a des milliers d'users en freemium. Ben, tu sais, il y en a combien qui payent? On sait pas trop. Ouais, fait que Il y avait un peu de compétition, il y a eu des quand même. projets de recherche aussi dans des universités qui avaient développé des logiciels comme Capian. On trouvait des screenshots à l'époque d'interfaces de logiciels comme Capian qui avaient été développés dans les années avant, mais qui n'étaient plus disponibles sur le marché. Donc, il y avait eu déjà des essais dans cette veine-là. Parce que là, ça fait 2-3 fois que le concept ou le terme d'académique est mentionné, là, tu sais, les universités, les écoles, etc. Sais-tu... Vous avez dit que ça a été adopté dans les écoles, mettons, votre software. Ouais. C'est-tu positif? C'est-tu négatif qu'il y ait une teneur académique au UX? Genre, tu sais, j'essaie de voir si c'est la masturbation, tu comprends, académique, genre, tu sais, je veux pas être trop cru. Non, mais en fait, est-ce que ça fait peur ou est-ce que ça sert, en fait, l'industrie? Ouais. C'est ça, le truc. Et, OK, ben vas-y, éduque-moi. Pour nous, faire rentrer Capian, mettons, dans des écoles, mettons, type HEC. Ouais, Okay. mettons. Ça, c'est cool parce que, après, c'est de long shot. C'est un peu comme Yamaha, je pense, là, les pianos, là, quand ils mettaient les pianos dans les écoles, ils savaient que les gens s'entraînaient sur le piano, puis qu'après, plus tard, ils connaissaient juste Yamaha, puis ils filaient Yamaha, puis après, ils allaient en acheter. Fait que ça, c'est comme... J'avais vu cette histoire-là à l'époque, là. Ouais. Fait que là, mettons, sur les écoles, plus de commerce, marketing... Ça, Capian, on voit que ces étudiants-là, quand ils commencent à bosser dans les compagnies, ils rachètent, ils réessayent, ils rachètent Capian. Enfin, ils achètent Capian. Fait que ça fonctionne quand même bien pour nous. Après, quand tu es junior, quand tu arrives dans une business, c'est pas parce que tu demandes à acheter le logiciel. Fait que bon, après, sur les ventes, après, c'est à nous de faire le boulot derrière ça. L'autre côté... C'est dur à traquer comme conversion. Ça, c'est dur à traquer, mais bon, en tout cas, par rapport à certaines données qu'on a dans le logiciel, on voit les noms. On est capable de les resituer après. Ouais, je comprends. C'est pas mal la seule donnée de manière qu'on peut exploiter aujourd'hui. Puis, l'autre pendant, en fait, c'est que on est vu comme un logiciel où ça prend une grande expertise. Comme il y a les barrières à l'entrée, comme. Mais en fait, c'est pas vrai, parce que dans Capian, tu peux l'utiliser avec des critères ergonomiques, juste avec des annotations, ou, mettons, des grosses compagnies financières sur la rive sud de Québec, qui ont le logo vert, utilisent Capian avec leurs propres critères à l'interne. Fait que peu importe. Puis ils peuvent injecter certains critères d'ergonomie ou d'usabilité. Ouais, c'est ça. En fait, avec Capian, c'est malléable. Tu peux dire, par exemple, je sais pas moi, tu veux insérer une liste de tests QA, mettons validation bouton 1, validation bouton 2. Tu fais ta propre liste et après, tu utilises Capian de cette façon-là. Fait que, en fait, nous, la façon dont on a travaillé Capian d'un point de vue ergonomique, purement le logiciel, ça doit être une secrétaire qui doit s'en servir. C'est ça l'objectif, c'est que n'importe qui a une faible connaissance technique en fait d'un logiciel soit capable d'utiliser Capian, de faire du reporting, puis après ça de faire remonter, mettons, aux équipes produits. C'est ça l'objectif. C'est qui? Je veux passer un petit moment sur le ICP puis son environnement pour Capian, puis ensuite je vais faire une fork un peu plus pratico-pratique sur le UX en SaaS. Fait que d'abord, la personne, mettons, type qui va utiliser Capian, son titre dans une compagnie, ça va être expert en UX, ça va être ça peut être n'importe quoi? Là, à date, on a designer UX, designer UI, on a des devs qui l'utilisent. OK. Pour en fait mieux communiquer à l'interne. On a des PO/PM, dépendamment de la catégorie, comment ils nomment ces personnes-là. Fait que sur le gros groupe de produits et R&D, tu peux avoir différents profils qui vont utiliser Capian. C'est ça. Puis marketing aussi. Est-ce que ça implique toujours... Est-ce que c'est genre un solo player? Est-ce que c'est genre un joueur unique ou c'est toujours joueur multiple? C'est-à-dire que la résultante de l'analyse que je vais produire sur un logiciel donné, mettons, ou un processus donné avec Capian, est-ce que je la partage à quelqu'un absolument? Est-ce que cette personne-là interagit dedans aussi? C'est quoi le... Idéalement, tu partages. Ça dépend des clients. Okay. Des clients qui... On prend une agence. Elle peut faire une
un rapport pour plusieurs raisons. Elle peut vouloir aller gagner un pitch de vente. Fait qu'elle va faire un petit rapport rapide, puis elle va le montrer à son prospect. Elle peut faire un rapport pour un client dans le but d'améliorer son site. Fait qu'elle va le montrer au client ou ça va rester plus à l'interne. OK. Dans les entreprises plus de produits, ben, ils font rapport après rapport après rapport pour améliorer des parties ou des segments ou des flows. OK. Ils peuvent être plusieurs à travailler sur un même rapport. On dit rapport, mais ça a l'air long, ça a l'air d'un truc que tu mets sur une tablette, mais tu sais, c'est vivant. Là. C'est comme t'accumules des recommandations d'amélioration, puis tu les fais ou pas après. Tu sais, c'est pas obligé d'aller dans ton bug tracker ou dans ton project manager après. C'est comme une façon de réfléchir sur c'est quoi les améliorations qu'on voudrait apporter au logiciel, puis ensuite, on va voir ce qu'on va faire ou pas. Puis là, à partir de Capian, tu peux exporter soit en PDF, en PowerPoint pour montrer à tes clients, ou tu peux exporter vers Jira ou c'est ça, GitHub j'imagine qu'il y a des ponts un peu de... pour transformer ça en next step. OK, nice. Puis, on n'a jamais voulu devenir un Jira, parce que Non. c'est pas notre tâche, mais pour ce côté-là d'accumulation, ça fait vraiment bien. OK. Puis là, le UX, souvent, mettons, justement, là, tu dis que ça peut être vu comme un peu inatteignable ou genre un peu complexe. Là, c'était comme ma question autour du côté académique de tout ça. J'ai envie qu'on l'ancre un peu ce concept-là dans des trucs pratico-pratiques simples, mettons. Fait que ma question, c'est, y a-tu des erreurs de UX que les SaaS, vous les voyez faire souvent, ces erreurs-là, disons? Moi, la pire, je trouve, là, c'est le contexte d'utilisation. Souvent, Qu'est-ce que tu veux dire? ils designent trop proche. Tu as l'impression que tu as l'interface de même. Alors que si tu as plus de vue d'ensemble sur une interface, tu comprends mieux ce qui se passe. En fait, c'est que les designers designent sur des grands écrans. Ouais, c'est vrai. Tu sais, ils ne designent pas dans le contexte réel des utilisateurs qui vont être sur un 15 pouces ou un 17 pouces. Je ne sais pas si ça se fait encore, là, mais genre, mettons 13 pouces. Ouais, un laptop, là. Ouais, fait que, tu sais, ils sont tous sur des grands écrans, voire des écrans même courbés, là. Et que ça, c'est un très, très gros problème. Parce qu'en fait, le contexte après, même, on voit bien que beaucoup d'interfaces sont pas testées par la suite. Parce que s'ils testaient juste après ça, là, ça montrerait que leur design est ben trop gros, ça fonctionne difficilement, en fait. Et qu'en fait, on revient toujours au même principe de base, l'utilisateur moyen. Parce que nous, là, on est la population, il ne faut jamais oublier ça, on est la population de 5% dans le monde qui designons pour 95% du monde. Fucké pareil, ça. Puis, on est derrière les power users, là, tu sais, là, nous trois, là, on est pas mal dans le 1%. Surtout vous, mettons. Non, parce que toi, tu fais partie des concepteurs aussi. Ouais, je comprends. Tu sais, mettons, le 5%, là, j'inclus les VP dans la tech, tout ça, là. Fait que là, c'est 5% qui designent pour 95%. Puis je me souviens plus exactement des stats. Il faudrait que je révise mes stats, là. Mais c'est 40% de la population mondiale qui n'est pas capable de se servir encore d'un ordinateur au-delà que pour consulter Facebook, mettons, puis de regarder la météo. Fait que ça, c'est hyper important. Fait que une fois que ça, tu l'as bien intégré, que tu as créé ta bonne empathie comme bon designer UX, parce qu'il manque encore beaucoup d'empathie dans notre domaine, fait que là, tu vas voir tes utilisateurs et tu n'as pas peur de te faire défoncer aussi parce que l'utilisateur, il va te dire c'est de la merde ce que tu as fait grosso modo quand tu vas le faire passer un test. Ben, si tu fais ça, après ça, tu fais tes correctifs, puis la prochaine fois, tu seras juste meilleur. Parfait. Ben, je vais extraire quelque chose de ce que tu viens de dire. Tu as parlé de ces interfaces-là n'ont peut-être pas été testées, par exemple. Oui. Comment tu fais ça? Tester une interface? Mettons, tu es en SaaS. Ben, tu prends des utilisateurs puis tu leur montres. That's it. Ça n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Ouais, Ça n'a pas besoin. Non, mais tu sais, il faut pas se servir de la. Puis ça, moi, je suis pas UX, OK? Je suis pas UX de formation. Moi, j'ai appris sur le tas, j'ai un intérêt, j'ai une passion pour le besoin de l'utilisateur. Mais pour moi, t'es mieux de faire du guérilla testing, de prendre un laptop, d'aller voir des gens, d'avoir une liste de questions, de montrer des choses qui sont dans ta clientèle cible pour avoir du feedback. Je trouve que t'es mieux d'avoir du mauvais feedback que pas d'en avoir. Parce que t'assumes, souvent à l'intérieur de l'entreprise, on le voit beaucoup en agile, où t'as quelqu'un à l'intérieur qui est le PO. Là. C'est moi, le product owner, c'est moi le représentant des users. OK, fine. T'es le représentant des users, mais tu le parles à quelle fréquence? Ouais. En général, la réponse est 0. Fait que t'es mieux d'aller faire un petit peu d'enquête de terrain que de ne pas en faire. Après, tu as des grades. Tu peux faire des tests qui sont fiables, qui sont plus ou moins fiables parce que tu peux atterrir en laboratoire aussi, mais ça ne sert à rien de partir en grand parce qu'au bout, des fois, on faisait des tests, puis au bout de 5 users, on savait qu'il y avait des choses importantes à changer. Puis il te reste encore 10 users à passer. All right, folks. Un petit shout-out à Leviat Légal, partenaire certifié SaaSpace. C'est le cabinet tech-enabled pour toutes vos deals, transactions, du financement VC aux stock options. Basically, des programmeurs en cravate.
Donc, check them out sur saspace.com/partenaire avec un S. Puis, manquez pas l'épisode 73 du pod avec Guillaume, le founder. Il y a des bonnes pépites. OK, de retour au pod. Raconte-moi l'histoire de... On faisait des tests, mettons, puis au bout de... Qu'est-ce qui se passe? Là? Genre, vous êtes en arrière de mon épaule, puis moi, je suis sur votre app. Et... Dans ce contexte-là, on était en laboratoire. Puis en laboratoire, ça m'intimide. Laboratoire, en fait, c'est grosso modo, c'est une salle qui est setupée pour recevoir des utilisateurs. Fait que tu as une personne qui cadre, qui va poser des questions. Fait que ça, on appelle ça un animateur. C'est comme quand tu as subi des interrogatoires. Là. Ouais. Il y a un verre teinté. Là, comme ça. Bon texte. Tu peux aller effectivement jusque-là. Puis, fait que tu as l'utilisateur, puis tu as un protocole. Fait que tu as le protocole de test. Fait que là, mettons, question 1, il doit faire telle affaire, puis il doit atteindre tel objectif. Puis après, tu peux avoir des sous-questions avec des sous-tâches. Okay. Tu peux en avoir, mettons, dépendamment du projet, tu peux t'offrir entre une demi-heure, ce qui est quand même assez court, jusqu'à 1h30. 1h30, l'utilisateur, il est livide à la fin, il n'en peut plus. Bon. Et toi non plus. Puis tu as une autre personne qui prend les notes. Parce que toi, tu guides la personne, puis l'autre, elle prend les notes. Un animateur, puis un preneur de notes. C'est ça. Ça, c'est le best, mettons. Puis tout est enregistré. Fait que son interface, donc il va faire son test sur le logiciel, sur ordinateur. Fait que là, c'est enregistré, son taux de complétion de la tâche ou non, et tout ça. Fait que là, c'est tout, c'est ben des stats, là. Fait que là, on regarde tout ça. Puis, donc, au bout de 5 fois, en général, 5 utilisateurs, et ces utilisateurs-là aussi, en fonction de leurs compétences technologiques, les tâches qu'ils doivent exécuter, des affaires de même, ben, ils ont été triés aussi en amont. Fait qu'il y a cette préparation-là des tests aussi à faire. Et donc, en général, quand on est dans un laboratoire, ce qu'on a observé, et c'est pour ça qu'on en fait quasiment plus, c'est qu'ils sont beaucoup trop stressés, les utilisateurs. Il faut qu'ils se déplacent. L'environnement, l'expérience, OK. Hein? C'est assez dément. En fait, on a fait exactement les mêmes tests en environnement laboratoire et en environnement professionnel, où nous, on se déplaçait pour aller les voir sur place, dans leur contexte. Mais c'est un monde de différence. C'est moins intimidant pour eux, probablement. Mais c'est moins intimidant, puis tu sais que, mettons, ben, la personne, elle est dans son poste d'essence, elle est en train de faire, de tenter d'exécuter finalement ses tâches, qui vont être des tâches administratives, majoritairement, de comptabilité. Et là, tu as une personne qui arrive, mais il faut servir cette personne-là. Fait que là, il y a interruption de tâches, ce que tu verras jamais en laboratoire. OK. Fait que ça, c'est énorme, parce que d'un point de vue cognitif, ça veut dire que la personne, elle est tout le temps en interruption. Fait que pour qu'elle se replonge dans la tâche, ça peut lui prendre 5, 10, 15 minutes pour réatteindre son plateau, en fait, de concentration. Et après ça, donc, d'exécuter sa tâche. Fait que tout est beaucoup plus long, tout est beaucoup plus complexe pour des personnes, en plus, qui sont majoritairement obligées de faire d'exécuter des tâches que, bah, mettons, si dans un autre environnement, elle serait pas obligée. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Fait que je vais essayer de rendre ça encore plus actionable. Ça serait quoi le starter kit pour, mettons, des founders bootstrapped, qui sont une petite équipe là, de 5-6 personnes, puis ils se disent, Chris, ça fait du sens, ça, aller en enquête terrain, puis vraiment comprendre comment, où, quand le logiciel est utilisé par qui. C'est-tu un cas de genre, hey, je book des users par. Genre un courriel, je dis, hey, on viendrait, on va vous donner un mois gratuit, une affaire la même, puis on va juste vous regarder utiliser le logiciel. Faut-tu que les founders aient un logiciel pour enregistrer ce qui se passe sur. Où ils prennent des notes d'un Notion? Tu sais, c'est quoi l'espèce de starter kit? Là? Mettons quelqu'un arrête d'écouter ce podcast-là après cette bout-là, puis il est capable d'aller faire une petite enquête terrain boboche, là, mettons. Mettons, je sais pas si tu veux. J'allais dire, arrêtez de faire des sondages. Ah oui, c'est terrible. OK, parle-moi en plus. Parce que le sondage, c'est une question de quantité. Tu sais pas encore vraiment quelle question demander, mais tu veux demander à beaucoup de monde. Tandis qu'au début, si tu vas avec des formulaires papier, poser des questions, one-on-one avec des personnes, hey, tu vis-tu ce problème-là, toi? Oui, OK. Puis comment tu le règles? Puis qu'est-ce que tu fais? Puis tu es vraiment dans le but d'essayer de comprendre une problématique. Puis quand tu as, je sais pas, 10, 15, 20 personnes qui disent grosso modo les mêmes affaires, ben là, tu le formalises. Puis t'envoies un sondage. Parce qu'au début, tu sais pas encore. Ça arrive des fois, je réponds. On voyait ça un peu à l'époque sur le groupe, je sais pas, Québec Startup, passer des sondages de personnes qui voulaient valider leur idée. Mais c'est quoi votre revenu moyen? C'est quoi, je sais pas, votre sexe, votre âge, votre niveau d'études? Mais ça te dit quoi sur mon problème? Ça te dit rien sur mon problème. Tu serais mieux de venir me voir, de venir me parler 15-20 minutes, puis on va voir si ce que tu as à offrir, c'est un problème que j'ai, si je le règle. C'est quoi le besoin, en fait? C'est quoi le besoin? Qu'est-ce que le logiciel... Qu'est-ce qu'on veut régler, en fait? Puis s'il n'y a pas le besoin, il n'y aura pas d'option. Fait que tu vas cramer du temps, de l'argent pour rien. Fait que cette validation-là est extrêmement importante. Et après, ces personnes-là, idéalement, c'est que tu les embarques
ceux qui ont ce problème-là, ce besoin-là, qui veulent le régler aussi, parce qu'il y en a qui ont le problème, mais qui ne veulent pas le régler. Qui sont bien Comme les designers qui aiment monter leur propre rapport d'ergonomie. Je parlais tout à l'heure des PowerPoint, qui aiment ça fignoler dedans. Eux, ce ne sera pas des clients, par exemple, pour Capian. Ça leur plaît. Ça leur coûte du temps, mais c'est correct. C'est quelque chose qu'ils Ils sont aiment. bien dans ce statu quo. Ouais, mais Il y en a beaucoup. En fait, tant que ça fait pas assez mal, tant, mettons, par exemple, une entreprise qui n'est pas numérisée, qui ne sait pas numériser, parce que les salaires, c'était acceptable, parce que les salaires étaient bas. Et là, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entreprises qui veulent se numériser. C'est parce que là, les salaires montent, fait que ça fait très mal. Les ventes baissent aussi par rapport à la récession. Fait que là, il est temps vraiment d'augmenter les marges. Fait que c'est ça, en fait. C'est que si tu as un logiciel qui répond à un besoin et donc il y a une valeur qui est attachée à ça dans la perception, donc il y aura adoption. Fait que là, il y a un match. Fait que c'est là-dessus qu'il faut travailler. Puis après, sur les fondateurs, maintenant, c'est quoi les 3-4 fonctionnalités clés? Parce que tu peux pas tout développer du jour au lendemain. On peut parler du fameux MVP, mais on peut parler de alpha, on peut parler des stades bêta. Parce que le but Enfin, moi, je suis plus ou moins d'accord avec le MVP. Le MVP, en général, c'est jetable. OK. Aujourd'hui, combien coûte un dev? Tu veux pas que ce soit jetable. D'où la phase de validation qui doit, en général, être quand même assez approfondie avant de faire la moindre ligne, la première ligne de code. Fait que cette phase de validation-là est extrêmement importante parce que nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on les guide plus dans une version alpha que MVP. MVP, on va plus rester en maquette. Fait que vraiment, tu sais, avec tout ce qui est low code puis no code, là, ça, c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus abordable. Puis après ça, quand on va être dans la phase alpha, là, on va pouvoir commencer à coder. Mais c'est va être quoi? OK, fait que dans votre cas, MVP vient avant alpha, là. Ouais, pour moi, alpha, dans ma définition, c'est alpha, c'est une version alpha qui va évoluer après en bêta. 1.0, mettons. Ouais, c'est ça. Mais pour moi, c'est codé. Là. Le MVP, c'est quelque chose qu'on n'entend plus de temps parler. C'est quelque chose qui se fait plus trop. On en parlait à l'époque du Lean Startup, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a tellement de stuff, il y a tellement de choses. Tu pouvais faire un truc tout croche. Tu pouvais faire un landing page. Tu sais, au début, là, on racontait ça il y a 10 ans. Tu fais un landing page, puis là, les gens vont se garrocher, puis tu vas voir. Puis après, tu bâtis ton produit. Tu en as entendu parler combien comme ça dernièrement? Ça se fait plus trop. C'est comme le MVP qui était facile à faire. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée, les produits sont beaucoup plus complexes, c'est plus rapide à développer. La barrière à l'entrée, elle est plus haute. Tu peux pas juste faire un genre de... À moins que tu aies vraiment un truc vraiment spécifique, une audience ou un truc spécifique avec vraiment un pain précis, de faire juste un petit MVP, c'est plus dur qu'avant, je trouve. Je suis quand même d'accord. Puis pour ramener ça au concret de... Parce que là, on est comme en train de parler de, disons, des founders bootstrapped qui sont dans les premiers balbutiements du produit qu'ils veulent développer. Puis là, ce que vous dites, c'est un peu... avant d'aller faire tester des interfaces, avant de shipper du code, y a-tu moyen que tu ailles parler à genre une dizaine de personnes pour bien comprendre le problème que tu veux régler avec le code? Puis poser des questions, avoir une conversation one-on-one, puis prendre des notes de façon qualitative, puis pas genre envoyer des sondages génériques pas précis qui servent à moitié à rien. Puis... Est-ce que dans ce cadre-là, là, de je suis founder, je vais poser des questions pour bien comprendre le problème à régler, est-ce que vous recommandez, appréciez le Jobs to be done framework? C'est-tu un quadriciel que vous utilisez ou pas nécessairement? En fait, moi, j'en reviens de toutes les méthodologies qui sont hyper cadrées. Parce que à chaque fois que... Les sondages, c'est parce que la question implique une réponse, un type de réponse, la façon dont la réponse va être donnée. Puis toutes les méthodologies, c'est vraiment drôle ce que tu dis, parce que j'en ai parlé en fait, hier, puis avec d'autres designers qui en fait en reviennent beaucoup de ces méthodologies-là. Ça aide à donner un cadre. Et le problème, c'est que le cadre est beaucoup trop rigide. Fait que tu vas revenir à... finalement, devoir faire rentrer les réponses d'une certaine façon avec... c'est comme la carte d'empathie. Fait que là, tout le monde va commencer par la carte d'empathie. Fait que là, ça va être hyper rigide. Puis là, on sait pas trop comment l'utiliser. La réponse, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux régler sur le marché? C'est quoi vraiment le besoin? Est-ce qu'il y a, mettons, 10, 15, 20 entreprises qui vont avoir ce problème-là avec un utilisateur qui va comprendre dans l'entreprise ça va être quoi la problématique à régler? Comment en fait la régler dans l'entreprise? C'est quoi la valeur pour son entreprise, pour sa job, puis pour l'entreprise? Fait que ça, pour moi, ça, c'est la base. Une fois que, mettons, c'est une validation de marché, de base. C'est comme un peu faire tes préventes aussi. Puis c'est pas avec un cadre méthodologique que tu vas réussir à avoir ce feeling-là, ce ressenti-là, cette empathie-là. Je trouve que les méthodologies... Le ressenti, c'est important.
ouais, les méthodologies enlèvent le ressenti, ça te dédouane de certaines affaires. Ah bah oui, moi, j'ai fait ma job, là, j'ai fait J'ai cette posé les méthode. questions dans cet ordre-là, Ouais, où j'ai utilisé la carte d'empathie, c'est un truc c'est un autre truc de UX designer. Ça. que je Ouais. vais mettre dans les show notes. Ce qui est dangereux, je trouve, les founders, souvent, quand ils vont en enquête ou avec des questions, ils vont comme vendre l'idée. Ouais, mais c'est pour ça Mais que j'aime beaucoup c'est le d'aller- modèle Jobs to be done. c'est C'est d'aller zéro à écouter. propos de vendre ta solution, c'est vraiment à propos de comprendre qui, quoi, quand, comment, le cercle d'influence, le timeline, les options, comment Ouais, le mais problème essaie d'être Ouais, mais réglé. c'est trop technique. Ben, Tu c'est sais, un peu non, mais technique, mettons, mais je vais te mais- voir. Ah, écoute, t'as un problème. Comment tu fais pour faire tes impôts, toi? OK, mais je fais ça. Puis pourquoi tu fais pas telle autre affaire? Ah, ben parce que ça prend trop de temps. Puis c'est en moi, pourquoi ça prend du temps? Puis qu'est-ce qui prend du temps? Comme, tu veux comprendre, là. Tu veux être dans l'empathie. Tu sais, tu me Ouais. parlais, tu es en train de définir le job to be done, mais au début, là, t'as pas besoin d'être formel. Tu peux être scrappy, puis juste OK. aller essayer de comprendre. Puis là, on parle du début. Là. Oui, Peut-être oui. que plus tard, tu vas vouloir structurer ta patente, mais au début, je trouve que tu n'as pas besoin. On se casse trop la tête. Tu sais. On va procrastiner à faire des maps, puis à faire des modèles, puis à faire des frameworks, alors que la réalité, c'est d'aller parler à du monde. Il n'y a personne qui veut parler à du monde. Là. C'est comme on est tous. Tu sais, moi, je suis programmeur. Fait que moi, je parle à du monde, puis on pourra en parler plus tard, ça, c'est une erreur. Moi, je parle à du monde, mieux je me porte d'une certaine façon. Tu sais, mais en startup, c'est pas vrai. Il faut que tu parles à du monde. Puis moi, je pense que c'est. Mais moi, ce que j'aime puis là, je vais me faire le défenseur du modèle Jobs to be done, c'est que c'est une manière de parler à du monde qui élimine la possibilité de mettre ton biais de préférence, puis ton biais de vendre ton idée, puis de parler de ton idée, ça parle d'eux autres. Fait que, anyway. Mais j'aime beaucoup le modèle. Hein. T'as Mais The c'est Monk juste Test aussi, qui est Ouais. le... Fuck, je le me Brad rappelle plus. Fitzpatrick. Ouais, on pourrait le mettre dans les show notes, ce qui est cool pour les premières questions, puis c'est de s'enlever, c'est de parler d'un problème, puis pas parler d'une solution. Oui. La manière la plus grossière, j'ai l'impression de le dire. Oui. C'est vraiment... je pourrais en parler longtemps, mais je veux couvrir d'autres parties aussi de votre histoire. Une autre question petite tactique avant qu'on move on, c'est y a-tu des low-hanging fruits pour les SaaS en UX? Les SaaS établis, disons. Là, on a parlé un peu, tu sais, les young founders, mettons, ils veulent catcher c'est quoi le problème. Pour vrai, OK, enquête terrain, OK, cool. Mais mettons, là, des SaaS établis, que leur interface roule depuis 5 ans, puis tout ça. Y a-tu des low-hanging fruits en UX qui pourraient checker? Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ouais, ça dépend, c'est souvent ça. Fait que, ça, c'est la question du voyage, ça. Ouais, c'est. On s'en va en voyage? C'est ça, on s'en va en voyage, puis tu dois prendre un objet ou faire une action. Qu'est-ce que tu fais? OK, on s'en va n'importe où dans le monde? Non, mais on s'en va en voyage. Tu s'en vas en voyage, tu fais Qu'est-ce que quoi? t'amènes? Tu fais quoi? J'angoisse, là, arrêtez de me le reposer. On s'en va en voyage, j'amène ma valise. OK. Qu'est-ce que tu mets dedans? Mes boxeurs, ma brosse à dents, de la crème solaire, une coupe de t-shirt noir. OK. OK. Mais tu connais pas la destination. La crème solaire au Népal. Ouais. Bah, Ça peut peut-être. toujours servir sur les glaciers, là, Ouais, mais c'est ouais. En tout cas, fait que là, si tu t'en vas juste avec ton maillot, puis finalement, on s'en va, je sais pas, en Alaska, attends que va faire fret un peu, là, enfin, il me semble. Là. Fait que là, je suis un peu trop dumb pour essayer de trouver c'est quoi l'inside de tout ça. L'inside, c'est que- Expliquez-moi. On va où? Combien de temps? J'ai-tu mes enfants? Je suis tout seul? Non, C'est mais comme- stop avec le voyage. Ça, c'est Non, mais c'est tu comprends, c'est que moi, du j'ai contexte. pas... c'est du contexte. J'ai fait l'erreur probablement que des gens ça se ferait de genre OK, hey, on part en voyage, parfait, on va amener ça, sans prendre le temps de penser au contexte, genre. Ouais, Un c'est peu ça. ça. En fait, il y a, tu sais, nous, on a des clients qui nous contactent pour dire bon, ben là, on veut que tu fasses des tests utilisateurs. Ben, OK. Mais c'est quoi le problème? C'est quoi que tu veux? Ouais, là, on va augmenter le taux de conversion. Ben, OK. Fait que là, ça va nous apporter quoi de faire des tests utilisateurs? Ben, en fait, juste en faisant l'audit, c'est sûr que nous, de toute façon, on sélectionne aussi les clients où on sait qu'on va avoir un audit parce que l'audit, c'est une façon de rentrer dans le produit, c'est une façon de voir c'est quoi les problématiques, de se faire une tête et tout ça. Si le client nous dit, moi, je veux jamais que tu fasses d'audit, c'est-à-dire ça va être très compliqué, mais bon, bref. Fait que s'il veut juste faire des maquettes, juste du UI, c'est compliqué parce que je sais qu'à la fin, la frustration sera vraiment énorme avec le client. Parce qu'il va prendre à peu près 50, 60, 70%, il va le mettre à la poubelle. C'est une certitude. Parce que le besoin ne sera pas établi, on ne saura pas exactement quel chemin prendre pour atteindre son objectif parce qu'il n'a pas été clarifié. OK. Fait que là, le but, c'est quand on arrive chez le client, c'est de dire où est-ce que tu t'en vas? C'est quoi tes objectifs? As-tu des VC? Qu'est-ce qu'ils te demandent? Il faut contenter tout le monde aussi là-dedans. Fait que Mais ça va c'est être quoi ça. la méthodologie pour
atteindre cet Fait objectif-là. que ce qui est tough pour vous, j'imagine, c'est ce pas de recul-là pour avoir un point d'observation un peu plus haut, un peu plus stratégique, de genre, hey, tu sais, faisons les choses pour les bonnes raisons, puis comprenons le contexte au complet de la compagnie, de l'utilisateur, du produit. Mais souvent, tu vas avoir des fondateurs ou des décideurs en SaaS qui, eux, sont en mode, hey, là, j'ai besoin de résultats, il faut que je fasse bouger l'aiguille sur une affaire. Fait qu'ils vont avoir un biais pour l'action, puis les choses comme ça. Fait que c'est une tension que vous vivez, vous autres, maintenant? Oui, ils nous demandent, il y a beaucoup de clients qui nous disent, ben là, moi, j'ai besoin de maquette. Ben, ok, mais pour faire quoi? Ah, c'est parce que nos clients sont pas contents. Ben, ok, mais pourquoi ils sont pas contents? Ben, c'est parce qu'ils comprennent pas. Mais qu'est-ce qu'ils comprennent pas? Ben, je le sais pas, là, mais ils nous disent qu'ils comprennent pas. Ben, on va d'abord commencer par ça, parce qu'on va refaire des maquettes, on va refaire des flows, mais ça se pourrait que finalement, l'information soit étalée sur 3 écrans, que ça leur demande un effort cognitif, un effort mental de se rappeler des éléments d'information, et que finalement, ben, on a beau refaire ce flow-là, que ce problème-là majeur ne soit pas réglé. Parce qu'à l'intérieur aussi, dans ces compagnies-là, on a eu des cas aussi où il y avait 300% de taux de roulement sur des employés, en fait, qui partaient parce qu'ils n'en pouvaient plus, parce qu'il y a pénurie d'emploi partout, fait que dès qu'ils avaient des problématiques qui étaient non réglées, qu'ils se sentaient que ce ne serait jamais réglé, ils s'en vont. Fait que en fait, certains problèmes peuvent engendrer d'autres façons, encore de plus gros problèmes dans une compagnie. Fait que des fois, c'est juste en fixant des affaires, en comprenant vraiment la source du problème, qu'on va être capable de le fixer rapidement. Comme un job de détective, d'historien, de documentariste. Je sais pas comment. Il y a comme un. C'est l'anthropologie un peu. Ouais, un genre de côté vraiment holistique puis grand à job de UX qui est. Ça m'intéresse. C'est pour ça que le côté quick win est difficile à définir. Parce que d'une entreprise à l'autre, le quick win va être différent. Ça va dépendre des défis qu'il vit, ça va dépendre de la clientèle, ça va dépendre du marché. Je pense que le quick win, c'est de retourner à la source et de retourner aux besoins des utilisateurs. C'est de prendre le temps, en fait. Ouais. Et il y a des trucs qui sont hyper simples aussi. Tu arrives, pour eux, c'est un truc qui est hyper complexe. Là. Puis finalement, tu le sais que tu regardes au bout de 2 heures, tu sais comment le régler. Mais il faut quand même valider. Parce que tu viens toujours de l'extérieur. Fait que faut jamais penser qu'on a la réponse à tout. Puis même, des fois, je me dis, mais je vais quand même valider, puis je fais quand même bien de valider, parce que des fois, c'est un petit peu plus complexe. Puis je pensais le faire d'une certaine façon, de régler leurs problèmes d'une certaine façon. Puis finalement, il faut prendre un autre chemin pour y arriver. Pour être sûr des fois, qu'on fait la bonne affaire. Des fois, il faut contourner les règles d'affaires aussi. Parce que des fois, tu as un UI qui est fait d'une certaine façon parce que c'est des règles d'affaires. Les règles d'affaires, mettons, je sais pas moi, les syndicats, les listes de rappel, la façon de rappeler les personnes. Je pense, mettons, à des restaurants. Tu prends des restaurants franchisés qui font de la livraison. Oui. La première question qu'ils vont te demander, c'est quoi ton adresse? Je sais même pas ce que tu en vas offrir encore. Mettons en commande en ligne. C'est quoi ton adresse? Je sais pas. Mais c'est parce que lui, avant de te montrer, ce qu'il va te montrer, ça dépend t'es où. Parce que dépendamment t'es où sur le territoire, je comprends. Il va te montrer une franchise ou l'autre parce qu'ils ont des territoires définis. Mais toi, en tant que consommateur, ça te dérange pas. Tu commandes à cette chaîne-là. Puis des fois, je dis franchisé, mais ça dépend des restos. Des fois, ils ont des affaires un peu différentes et franchisés d'un à l'autre. C'est un cas précis que j'ai en tête d'un client précis, mais on pouvait pas contourner cette règle-là. Tu as besoin d'avoir l'adresse avant. Mais il n'y a aucune façon, d'un point de vue UX, que ce soit le fun. Mais il faut que tu vives avec. C'est le contexte d'affaires, en fait, qui frustre à la base l'utilisateur. Ou le modèle, c'est mettons sur des SaaS, où le modèle d'affaires est extrêmement complexe. En fait, le modèle de pricing, pas le modèle d'affaires, mais le modèle de pricing est très complexe. Mais si cette base-là, en fait, mettons le CEO ou le CFO veulent pas simplifier cette partie-là, ça va rester compliqué. Puis, j'ai beau le savoir, je le sais depuis des années, mais mettons, Jared Spool, là, c'est le mec qui a fait le bouton à 300 millions sur Amazon, là, il y a une vingtaine d'années. Lui, il dit encore, j'imagine, qu'il ne travaille pas avec des entreprises où il n'est pas capable de parler directement avec les fondateurs ou les preneurs de décision. Puis je l'ai encore vécu 2024, où je n'ai pas été capable de monter assez haut dans la hiérarchie parce que j'étais bloquée. Puis je le savais qu'il fallait changer des affaires sur le modèle de prix pour ne pas frustrer l'utilisateur. Puis je le sais, et puis c'est resté encore dedans. Là. Et je sais que l'utilisateur aura toujours une compréhension compliquée, que finalement, le taux de closing sera plus difficile parce que cette partie-là ne sera pas réglée. Pourtant, on a fait de la bonne job. Mais quasiment aussi de la vente interne, sociologue, de la culture interne de l'entreprise. Si les règles d'affaires sont problématiques, mettons, puis que les gens qui ont l'autorité pour les changer ou
expérimenter avec des trucs, sont pas dans ton champ de communication à toi, ben là, ta job, tu pourras pas la faire. Fait qu'il est comme. Que de la chimie Ben, humaine franchement, je vais vous là-dedans. le dire, ça a l'air compliqué en tabarnak, man. Mais Vous devriez avoir fait un converter de PDF, man, vendre ça 2 mais puis des fois, tu sais, des fois on fait le psychologue un peu aussi. Tu sais, il y a des mandats peu, où tu arrives ouais. comme intervenant ou comme on en a eu un dernièrement où tu as un client qui est pas content de son fournisseur de certaines choses, puis nous on intervient un peu comme pas comme arbitre, mais tu as le client qui t'embauche pour dire hey, le logiciel ça va vraiment pas, faut qu'on le tweak. Puis là toi tu parles au fournisseur, tu dis ouais mais on peut pas parce que si, parce que ça, puis là tu dis on peut pas parce que si, puis il faut aussi, puis là tu interviens comme arbitre. Ton but c'est de faire en sorte que les deux soient contents puis qu'ils se parlent ou de trouver des solutions, mais c'est pas toujours technique. C'est pas tant technique que ça au final, ce qu'on fait. C'est beaucoup de relations, il y a du savoir-faire technique, du savoir-faire de process, de design, de business. En parlant avec d'autres leads UX ou directeurs ou VP UX, c'est 90% de ma job. Jean-Michel, c'est moins ça, mais 90% de ma job, c'est du psycho. Que ce soit avec nos employés, avec les clients, avec les prospects, avec les équipes qui sont... C'est ça, c'est 90% de ma job, c'est ça. Social. Ben, c'est 90% de récupérer les frustrations aussi quand les équipes ont des énormes frustrations par rapport à leur management ou la façon dont les équipes sont gérées. Et j'ai besoin aussi de savoir ça pour savoir c'est quoi le passif. Là. C'est moi, je débarque, là, j'ai un problème à régler. Moi, les clients, ils nous embauchent. Tant que ce soit avec UXCO ou avec Capian, ils ont un problème. Ouais. Moi, ils s'en foutent un peu du moyen dont on va le régler. Ils veulent que ce problème-là soit réglé. Et quand tu arrives à l'hôpital puis que tu es dans un brancard, il faut savoir où tu as mal. Fait que c'est le même principe, on fait le diagnostic. Tu as parlé d'un split un peu de type de tâche dans ton rôle. Tu as dit que 90% est très psychologique. Ça me fait penser à un autre aspect que je voulais discuter avec vous. C'est votre rôle de co-founders à vous deux. Là, vous avez runné une boîte de service depuis longtemps, un produit depuis longtemps. Qu'est-ce qui est différent, mettons, aujourd'hui dans votre day-to-day ou votre rôle de co-founder versus au début? Y a-t-il un contraste peut-être que... Je te dirais, au début, moi, j'étais pas tant service au début. Fait que je laissais plus Laure Gabriel aller sur le service. Fait que moi, j'étais comme plus le helper en arrière. Puis j'avais pas nécessairement tant confiance, je pense, en mes skills de UX parce que moi, j'ai appris sur le tas, j'ai lu plein de livres, j'ai un bon feeling, j'ai un bon instinct produit. Fait que je la laissais plus aller. Puis quand Capian est arrivé, je me suis dit, c'est bon, j'ai enfin mon produit, je suis comme, je vais me mettre à fond là-dedans. J'ai comme un peu délaissé ce côté-là. Puis ça n'a pas été super utile. Puis aujourd'hui, ça a quand même changé. Je suis plus front avec des clients. Okay. Puis j'ai réalisé les endroits où j'étais meilleur aussi, les endroits où je suis moins bon. Puis ce volet-là, ça a changé. Côté produit, je reste que j'ai vraiment... Ça reste mon intérêt principal, ma force principale. Alors aujourd'hui, elle est plus business, plus politique, plus social aussi. Toi, comment tu vois ton rôle a changé depuis le début? Mon rôle, moi, j'étais pas mal sur tous les fronts. Je faisais les ventes avec UXCO, avec Capian aussi. Je faisais la production aussi. Puis au fur et à mesure, moi, je me suis dit, puisque j'ai eu la chance de faire l'école d'entrepreneurship de Beauce en 2019-2021, une petite pause avec la COVID. Puis il y a un truc qui m'avait vraiment frappé. Là, on avait fait un genre de triptyque là, sur les connaissances de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? Ben, triptyque, là, c'est comme un truc que tu ouvres, puis c'est en 3 volets. Là. Puis il y avait un volet, c'était qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise. C'est sûr que moi, à cette époque-là, puis même encore aujourd'hui, on a une petite business, on n'a pas 100, 200 employés. Fait que les rôles, les responsabilités, c'est que t'en fais pas mal. Ouais. T'en fais pas mal. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai fait des erreurs. À un moment, je me suis dit, je suis mieux d'embaucher des consultants ou d'embaucher des personnes, même si c'est pas des bons exécutants, des bons professionnels. Je suis mieux d'avoir ces personnes-là plutôt qu'il n'y a rien qui avance. OK. Sauf que c'est moi qui ramasse les balles. Fait que là, tu sais, là, je commençais à être un peu fatiguée de tout ça, psychologiquement et physiquement aussi. Fait que là, à un moment, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais attends, je fais tout. Puis finalement, je récupère aussi les balles par rapport aux employés. Fait que là, je me suis dit, OK. Fait que là, 2021, virer tout le monde. Bon, c'est des choses qui arrivent. Fait que là, on a rebâti une équipe 2022. Okay. Pour justement que je puisse travailler beaucoup plus sur mes forces
Donc, tout ce qui est vraiment production, maquette, wireframe, ça faisait un moment quand même que j'en faisais plus, mais je me forçais à en faire. Puis là, j'avais vraiment physiquement, là, tu sais, c'est comme... Ça allait moins, ouais. Ça marchait plus, là. J'aimais pas ça. Puis quand t'aimes pas ça, ben, t'es moins bon. Puis il y en a d'autres qui sont meilleurs. Fait que je me suis dit, je vais embaucher ceux qui sont meilleurs que moi là-dedans. On va travailler en équipe. Moi, je vais m'occuper de toute la partie UX, vente, relationnelle, plus la partie stratégique. Fait que ça, pour moi, ça a été hyper important. Et redéfinir aussi rôle et responsabilité aussi un peu avec Jean-Michel sur la structure, qui fait quoi aussi dans la compagnie. Diriez-vous que de façon générale, vous semblez assez complémentaires, mais si tu... Sur le profil de travail et de personnalité, on est hyper complémentaires. OK. Sauf que moi, j'ai un gros défaut. C'est que ça va... Ouais, j'en ai au moins un. C'est que pour moi, il n'y a jamais rien qui va assez vite. Ça, c'est terrible. Parce que je ne suis pas une personne qui est techniquement compétente. J'en fais pas de dev. J'ai dû faire du HTML, du CSS quand j'étais à l'Université Laval. Là. Quand je vois Jean-Michel faire les affaires, je comprends. Ou même quand Olivier, notre dev front-end, travaille sur Capian, je comprends que ça prend du temps, mais... Ça la gratte. C'est l'enfer. Ça la dérange. Mais c'est long. Coder, c'est long. Je peux faire le plus vite possible. J'ai une petite affaire à changer, là. Mais non, c'est pas assez. C'est long. C'est juste un if. C'est ça, là. Ça, je trouve ça... Pour moi, c'est la partie la plus difficile. All right, folks. La job du mois de novembre, ça se passe chez Kimobi, un leader de l'engagement client dans l'industrie automobile en Amérique du Nord. Il booste, entre autres, les comms et la rétention client chez les concessionnaires. Fait que des marques comme Ferrari, BMW, Porsche, ça roule sur Kimobi. See what I did there? Kimobi cherche une directrice ou un directeur des ventes. C'est une business de Québec qui a bootstrappé au-delà de 10 millions de revenus annuels récurrents, au-delà de 10 ans, c'est insane. Une équipe qui est bien rodée avec une stack de vente moderne, puis des belles opportunités de carrière pour la team vente aussi. Pour voir derrière les rideaux un peu, checkez l'épisode 102. Mais sinon, checkez surtout l'offre d'emploi et mon entrevue avec le co-founder et CRO Alex sur saspace.com/lajobdumois. Laisse-moi être l'avocat du diable, Jean-Michel. Est-ce que c'est long parce que tu es un perfectionniste qui va refactor, implémenter des nouveaux quadriciels, whatever, ou c'est long parce que tu as une dette technique que tu traînes? Pourquoi c'est long, maintenant? Il y a une part de dette technique dans Capian. Ça fait 10 ans, puis j'ai pas pris le temps de tout refactorer et de tout réécrire. C'est long parce que il y avait une part de perfectionniste. Au début, j'étais vraiment perfectionniste. Il n'y a rien qui pouvait aller en ligne, à moins que ce soit vraiment parfait. Au début, tu fais. Toi, tu utilises des SaaS, tu en utilises plein, puis ils sont bons, puis ils sont sharp, puis ils sont beaux. Ça va mieux. Je te dirais, la part qui a été la plus difficile pour moi, ça a été de jongler avec tous les mandats, toutes les obligations. Tu as un rapport à faire pour ci, tu as un meeting, tu as une conf à préparer, tu as ci, tu as ça. Puis coder, c'est du travail profond. Tu as besoin de t'asseoir, de prendre du recul, d'avoir rien qui te parle, d'avoir pas de meeting, de jamais être interrompu pendant un certain temps pour shipper ce que tu as à shipper. Puis dans un contexte où on fait tout ce qu'on faisait, les événements, les journées, les meetings, le conseil avec plusieurs clients. À l'automne passé, j'avais... Quoi, c'est? Parce que ça a été... Non, mais j'avais 6 clients. Infini. À l'automne passé, j'avais 6 clients en même temps. 6-7 projets en même temps à chaque semaine. Là-dessus, je codais sur 4. Puis j'avais des meetings, puis du monde qui va m'interrompre un peu tout le temps. Changement de contexte constant. Ça marche pas. Fait que Capian en a souffert. En termes techniques, en termes de disponibilité mentale, Capian en a souffert. Non, pas une grosse dette, non. Non, pas une grosse somme technique, mais en termes de ma capacité, parce qu'on n'avait pas vraiment de dev à l'interne non plus. Tu sais, sur le Python plus vite, là. Tu sais, Pythonner plus vite. De capacité à shipper du code, pour nous, ça a été plus compliqué. OK. Fair. Puis, vos unfair advantage versus vos blind spots, c'est une question que j'aime poser, ça. Soit dans votre relation ou juste dans votre business en général. Là. Je te dirais unfair advantage, c'est on est hyper complémentaires. Puis le fait qu'on soit toujours ensemble, ça fait en sorte qu'on parle toujours, voire trop de business. Fait que, on a des zones interdites. Les clients ont quand même un 2 pour 1, tu sais. Je veux dire, la fin de semaine, on parle de le dossier. On bille pas, là. Ouais, je comprends. Tu sais, le soir, tu parles de des affaires, puis tu vois un truc, puis tu penses, puis tu parles. Puis des fois, tu sais, on aime ça, les deux, on est passionnés, puis les deux, on est intense. Fait que ça déborde. Fait que c'est une force, parce qu'on est complémentaires, on a une bonne chimie aussi, puis on en parle en dehors. Mais c'est aussi une faiblesse. Tu dirais toi comme force, toi? Comme force pour les clients, c'est un gros avantage parce que comme on bille pas les week-ends,
Non, c'est qu'en fait, la grosse force, c'est que quand t'es en ligne, tu sais exactement quoi faire, fait que la vélocité ça va quand même bien. Là. C'est parti. Après, l'autre truc, c'est que quand ça va moins bien, on a eu des phases où un mois, il restait 1500 balles dans le compte en banque. Tu fais comme, oh boy, on n'a plus assez d'argent. Fait que là, quand t'es à deux à plonger, les banques sont ce qu'elles sont, ben, tu fais comme, là, c'est plus compliqué. Ouais, parce qu'il y a plusieurs fondatrices qui vont avoir une relation de peut-être que conjoint, t'as un job plus steady ou genre, et pas genre all-in dans la prise de risque avec la startup ou le produit. Mais là, dans votre cas, vous êtes partner dans le même business, right? Fait que ça. Ouais, mais fait que le stress financier, il est comme. Et plus Il n'est important. pas distribué tant que ça. Là. Non, c'est ça. Les banques aussi. Les banques, il n'y en a pas un qui peut récupérer l'autre, d'une certaine façon. Fait que ça c'est, mettons, l'aspect qui me plaît de moins en moins, le fait de prendre de l'âge puis d'avoir un enfant. Là. Ouais, plus ça, plus de responsabilité aussi. Fait que, puis, tu sais, le côté ramen profitable, là, je veux dire, c'est pas le même là, quand t'es rendu à 40 kek avec une maison, des enfants. C'est comme, t'as pas le même. Tu manges pas le même calibre de ramen. Tu peux, c'est des questions de choix de vie, mais bon, nous, c'est un autre choix qu'on a fait. Ouais. On aime ça, mettre du fromage sur les ramen. Du reblochon. Du reblochon, de temps en temps. On a comme fait une allusion un petit peu aux soirées que vous avez organisées. On a parlé du groupe de SaaS que vous aviez. J'ai le goût de voir votre entourage au fur et à mesure que votre parcours entrepreneurial a évolué. Aviez-vous des coachs, des mentors, des pères, des amis? Tu sais, comment vous étiez supportés? Je sais pas si tu veux... On a eu plein d'affaires. Moi, je suis encore dans un mastermind avec des amis entrepreneurs qui ont des SaaS. Dis-moi, c'est quoi les conditions du mastermind? Genre la fréquence ou les règles un peu? Quand ça nous tente, aux 2 mois à peu près. Non, c'est pas un truc serré. C'est des amis qu'on suit depuis une couple d'années. Puis on parle de tout et de rien. On est assez transparent là-dedans. Fait que c'est quand même cool. Sinon, on a eu des différents mentors, des coachs. Tu compléteras pour toi, mais tu sais, payer des coachs. T'as payé des coachs? Oui, ben payer des coachs. Tu sais, des gens, tous ces intervenants qui sont habitués de travailler avec des entrepreneurs, mais tu sais, faut que tu payes aussi. Ouais. Ça, ils te coachaient pas techniquement? Ils te coachaient, mettons, côté business ou côté vente? Ouais, côté business, côté vente, côté... Tu sais, on a demandé à pas mal de monde. Il y a pas mal de monde qui ont gravité, mais je te dirais dans les coach mentors, pas tant de monde sur le long terme. OK. Plus des gens comme par-ci, par-là, qui ont ponctué notre parcours. Puis ça vient peut-être un peu justement du côté de autonomie et indépendance, où des fois on a un peu de misère à demander. C'est un besoin à régler à un moment, fait que c'est normal qu'il y ait des gens qui arrivent dans ta vie, puis après qui repartent. Là. Mais tu sais, des gens qui ont un mentor longtemps, là, 10 ans derrière eux, comme... Moi, ça m'est pas arrivé. OK. Ça devient des amis, nous. Mais vous avez beaucoup de pairs, mettons. Oui, on parle beaucoup autour de nous. Comme tu disais, tantôt, tu parlais avec tes amis UX en France. Il y en a des gros postes dans des grosses boîtes ou dans des entrepreneurs en France qui ont bien réussi aussi. Ouais. Nice. Fait quoi? C'est plus l'entourage. Je pense que on a un groupe là, sur WhatsApp. Là. J'ai appelé ça les girl boss. Là, à cause d'un livre. Là, je ne sais plus comment il s'appelle, la fille là, qui avait starté ce terme-là. Fait que là, c'est des designers massivement UX là, qui ont passé à travers plein de postes. Fait que là, puis ça me permet, moi aussi, de me dire, OK, j'ai une problématique avec un client. Ouais. J'en parle avec ces personnes-là, puis on dit, attends, mais c'est moi le problème ça arrive. T'as comme un soundboard, là, des gens qui peuvent te de confiance. Peu importe, là, on se parle de notre vie perso, de notre vie, de notre vie pro. Il n'y a pas de filtre, là. Vous êtes combien dans ce groupe-là? On est 7, je pense. Est-ce que tu dirais que tu interagis dans ce groupe-là chaque jour? Une fois par semaine. OK. À peu près. Tu sais, on s'envoie des messages, des photos de nos enfants. Ce genre de truc. Tu sais. C'est sûr que ça déborde, mais ça me permet de maintenir une relation qui est hyper saine. Fait que quand ça va pas ou quand j'ai des questions, ben, je peux le dire... Bon, OK, je prends 1 minute avec Corinne ou avec Jacinthe ou avec d'autres... Ou avec Amélie, peu importe. À un moment, j'ai eu un problème avec un partenaire qu'on a. J'ai appelé mon amie Amélie parce qu'elle était VP dans une grosse boîte, dans un très gros groupe en France. Puis je dis, c'est quoi le problème? Puis je lui explique la situation. Je dis, t'as beau... Tu m'entends moi? On se connaît depuis plus de 10 ans, 12 ans. Et
aide-moi à me dire, OK, est-ce que c'est moi qui le bullshit? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce qu'il y a une situation qui peut faire débloquer quelque chose? Ou... Fait que là, ça permet de faire retomber la pression puis que ça arrête de tourner en boucle tout le temps. Puis, d'un point de vue entrepreneur, quand j'ai un besoin... En France, il y a Fastory, donc Jacinthe et Sylvain, ils ont un produit. Pareil, c'est un couple, elle est designer, lui, il est programmeur. OK. Ils sont passés à travers plein d'étapes. Ils sont passés par du financement aussi, VC. Nice. 3 produits. Puis là, à un moment, ils ont fait comme, on a toujours un problème récurrent, c'est la qualité des livrables qui sortent auprès des clients avec notre logiciel. Fait qu'on fait du service. Fait que là, on en parle aussi beaucoup. Ils ont c'est la même dynamique que nous, on a. Fait quand il y a un problème particulier, c'est pas juste des problèmes d'ailleurs, là, mais on s'appelle. On s'envoie des vocaux, puis ça permet de voir qu'on n'est pas seul. Je pense que vraiment. La plus grosse problématique pour les entrepreneurs, puis en couple aussi, parce que on est passé par des moments où des fois c'était un peu plus compliqué, là. Tu te demandes en fait si c'est le relationnel qui marche pas, si c'est la business qui marche pas, si c'est le modèle d'affaires qui marche pas. Elle est où la tension? Pour juste te dire, avant tout, on est des humains. Si la business, ça marche pas, on va pas se séparer pour la business. Nous, ce qui compte pour nous deux le plus, c'est la relation de couple. La business, ça passe après. Pour d'autres entrepreneurs avec qui j'ai parlé, ça a été l'inverse. Eux, ils ont dit, le couple, nous, on n'en veut plus. Fait que là, nous, c'est juste la business qui compte. C'est plutôt l'inverse, en général, qu'on voit, là, mais ça... Qu'est-ce qui est le plus tough à propos de travailler ensemble comme couple? On parlait tout à l'heure qu'on en ramène à la maison beaucoup, qu'on en parle à la fin de semaine, mais c'est ça, mais ça déborde. Ça déborde tout le temps, tout déborde. Puis, c'est dur aussi de dire, tu sais, mettons, ton associé arrive avec un plan, tu dis non, ça n'a pas d'allure, ça n'a aucun rapport à ce que tu dis. Mais tu peux pas dire ça, hein. Tu peux pas dire ça à ta blonde. Tu peux pas y rentrer dedans, tu peux pas... Tu sais, tu gardes toujours une distance pour... Tu gardes un buffer pour pas blesser. Ou un associé, tu pourrais te parler juste dans le blanc des yeux puis dire ce que tu as à dire. Je trouve que ça c'est quelque chose que moi, je peux pas faire, ça. Puis aussi, Moi, je le fais, moi. Ouais, c'est qui le plus diplomate des deux? Je suis française, mais je suis pas très diplomate. Elle s'est acheté une petite guillotine l'autre fois, penses-tu que je devrais avoir peur? Une petite guillotine pour ses cigares le soir, girl boss. C'est moi qui vais y passer. Mais fait que ça déborde. Puis en fait, c'est comme ça n'arrête jamais. T'es en vacances. Puis tu sais, en plus, avec un SaaS, là, moi, ça fait 10 ans que je traîne mon laptop partout. Là. Tout le temps, 24/7, c'est comme tout le temps, j'ai tout le temps un laptop, je suis tout le temps connecté. Puis ça déteint, c'est comme on parle, il y a des frustrations, des insatisfactions, on en parle. Fait que je dirais, on a eu de la misère, je pense, à couper puis à créer de l'espace. Avez-vous des trucs? Il y en a, là, je l'ai interviewé là, des jeunes l'autre jour qui sont plus jeunes que vous, plus jeunes que moi, puis ils sont en couple, puis ils lancent un startup, whatever. Avez-vous des trucs pour ce genre de monde de même? Moi, je fais de la visualisation mentale qui n'est pas forcément très bonne. C'était en 2020-2021. À un moment, 2019, je crois. J'étais vraiment écœurée de Capiane. J'étais vraiment écurée. Je revenais de congé. Est-ce que je peux dire congé maternité? Je sais pas. Non, t'en as pas pris finalement. Tes 6 semaines, ça n'a pas... Non, finalement, j'ai pris une petite semaine. C'était erreur. Grosse erreur. Mais bon, bref. C'en est un, ça, conseil. Oui, c'est une grosse... vraiment. Prends le temps. Puis moi, comme je voyais mon ordi, puis genre sacrer l'ordi dans le mur, là, puis exploser le mur avec l'ordi, là. Puis juste le fait de me dire Chris Capian, là, ça a pris le mur, puis je peux plus rien savoir. C'est comme j'avais pas une coupe d'heure, et ça allait mieux. Puis mais j'ai fait beaucoup de visualisation mentale là-dessus, parce que l'ordi, ça coûte ben trop cher pour le sacrer dans le mur aujourd'hui. Fait que bon, il y avait ça. Comme on habitait aussi dans les Moileaux, je me disais, je vais balancer l'ordi, là, comme ça, je le verrai plus, Capian n'existera plus. Bon, j'ai passé mais à un moment, j'étais vraiment écœurée. Fait que là, non, je cherche encore une façon de couper. Mais vous avez parlé de zone interdite. C'est-tu que, genre, géographiquement ou physiquement, il y a une place où, là, on parle pas de job, mettons, peut-être? Ouais, la chambre à coucher. Mais... Ça arrive. Parce que vous avez un kid à cette heure, right? Ouais. Vous avez une petite fille? Ouais. C'est ça, ouais. Je m'en rappelle plus. En tout cas, je vais pas la doxer puis dire son nom puis son âge sur le podcast, whatever. Je me rappelle l'avoir croisée, mais t'es vraiment cute. C'est tout ce que je veux dire, mais quand vous êtes avec elle, j'imagine que ça fait une forcing function de vous concentrer sur, I guess, le moment présent puis l'expérience avec elle puis pas la business. Oui, puis elle fait beaucoup de bruit aussi pour éviter qu'on parle. Quand on parle, on est à la table en train de souper, puis on parle de quelque chose, puis elle va montrer que ça ne tente pas qu'on parle de ça. Il y a ça, mais ce qui est intéressant, qu'elle arrive à un âge aussi, elle nous regarde, puis elle nous dit « Mais pourquoi vous parlez tous les deux, et puis pourquoi moi, vous ne me parlez pas ?»
Wow. Fait que là, fait que Va tu sais, ça dans ta nous... chambre. Vas-y, écoute, on se prendra un moment plus tard. Puis toi, ta journée, comment ça, tu sais? Parce que, tu sais, Ouais. Non, je comprends. on travaille... Ces temps-ci, on travaille un peu plus sur des affaires un peu différentes, un peu séparées. Ça, c'est un truc en service qu'on a trouvé. Des moments où on travaille beaucoup ensemble, vraiment comme un SWAT team. Des mandats où on travaille plus séparément, où on n'a pas Fait que besoin ça d'être les deux. peut... Fait que Ouais, ça, ok. ça peut fluctuer. Ça a été un buffer intéressant pour nous. Puis ces temps-ci, on est un peu plus là-dedans. Ce qui fait en sorte que des fois, au souper, on arrive, puis ta journée, tout ça. Mais avec notre enfant, c'est là qu'on dit, OK, non, on verra plus tard. Ouais, nice. C'est très cool. Ben, t'as parlé services et produits, c'est un thème récurrent là, pour vous deux. Là. Est-ce que vous diriez que votre thinking ou la relation service-produit a-t-il évolué, mettons, dans le temps, en termes de split de temps? Est-ce que un nourrit l'autre? Est-ce que c'est séparé? Parlez-moi un peu de ça. Ouais. Ben, moi, depuis le début, je voulais vraiment créer des offres de services. En 2015-2016, je voulais vraiment créer des offres de services couplées services-produits. OK. Puis ça a été une grosse source de tension, de désaccord avec Jean-Michel. Lui, il voulait juste faire du produit. Vraiment, tu sais, le côté self-service, là, vraiment zélé. Là, tu parles à personne, tu fais ton truc, les gens viennent. Le rêve. Voilà, tu sais, le rêve vraiment, tu sais, du bootstrapper. Puis, on pourra en parler, mais ça, j'ai changé de position là-dessus. OK. Ouais. Puis, dans mon souvenir, que c'est quelque chose que quasiment toutes les semaines, je me souviens de ça, Georges Sade nous avait dit, ne fais pas que du produit. Parce que c'est long, parce que c'est compliqué, parce que ça demande pas mal de carburant. Le carburant, c'est l'argent. Ce qu'on a là dans le SAS. Là. Fait que là, ça, je me disais comme, OK, il faut faire une offre de service couplée avec le produit. C'était une obsession. Fait que là, finalement, j'ai réussi à les mettre en place. Sauf que, en fait, c'est ma pointe d'iceberg. Je rentre avec le service. Je peux installer le logiciel. Puis après, je continue à faire du service, mais après sans le logiciel. Puis après, le logiciel, je le remets plus tard avec les équipes. OK, nice. Fait que ça c'est on va dire le principe, le processus idéal de UXCO et de Capian quand ça fonctionne bien ensemble. OK. Puis les mandats purement de design pur, là, où il y a pas de UX, genre juste du maquettage, moi, j'ai pas de valeur ajoutée là-dedans. Fait qu'on le fait. Idéalement, on le fait pas. Il y a des clients qui nous le demandent, puisque c'est des clients historiques, fait qu'on le fait. Que c'est une bonne relation. Mais ça, j'ai changé ma position aussi. Plutôt que de dire toujours non, je préfère servir un client qui soit satisfait plutôt que de dire non. Là. Puis l'envoyer chez quelqu'un où il va pas être satisfait. Avez-vous l'impression que ça a bougé dans le milieu SaaS au Québec depuis 15 ans, mettons, I guess, ou 12 ans? Vous avez commencé, ça fait un bout, là. Ouais. Genre, y a-tu des changements, des contrastes qui vous popent en tête? Oui. Moi, ça a vraiment maturé. Oui, il y en a... Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, maturer? On parle pas des mêmes affaires, je trouve. OK. À l'époque, j'ai l'impression qu'on parlait beaucoup... Tu sais, t'avais plein d'événements cool. T'avais des trucs cool. T'avais le SAS Québec Startup, t'avais des événements, les Startup Weekend, des choses comme ça, où c'est vrai. on sentait qu'on était junior. Tu sais, on sentait que tout le monde était junior. Tout le monde qui était là rêvait de quelque chose. Puis c'était toutes des apps simples, toutes des idées de trucs simples. On sentait qu'on était junior. C'est drôle, c'est bien dit, je trouve. On sentait que la communauté junior... Tu sais, moi, des fois, je donne des conférences là-bas parce que j'ai un peu plus d'expérience parce qu'on faisait du UX avec des clients, puis on avait notre SaaS. Mais j'étais quand même junior, j'étais juste un peu moins junior. Puis on sent qu'on avait une communauté comme junior qui voulait apprendre, qui voulait grandir. Puis t'avais des gros groupes, tu sais, t'avais des Copernic, t'avais des Taléo, t'avais des affaires de même, mais qui étaient vraiment hors de notre ligue. Tu sais, c'était vraiment autre chose. Puis il n'y a pas de temps d'entre-deux. Puis aujourd'hui, il y en a des entre-deux. Il y en a des belles petites entreprises à Québec, des entreprises moyennes, des entreprises qui ont eu du funding, des entrepreneurs à Québec qui ont eu du succès, qui financent une deuxième, une troisième boîte. Puis il y a du savoir, il y a des mentors, il y a du réseau, il y a du monde qui a monté. Tu sais, toi, avec aujourd'hui que tu reprends la balle avec ton podcast, c'est vraiment cool. Ça bouche un trou qui était important. Il y avait eu les Tech Drinks, il y avait eu... c'est vrai. Il y avait eu plein de choses, plein d'initiatives qui nous ont amenés à nous connaître en tant que communauté. Puis on a tous comme grandi ensemble puis maturé. D'un point de vue business. Il y en a qui ont eu des beaux succès, il y en a qui n'ont pas eu des succès, il y en a qui ont essayé d'autres choses, d'autres boîtes, d'autres aventures, qui ont joint, mais ça fait en sorte que il me semble que Québec était une ville un peu fonctionnaire, un peu finance aussi, qui était un peu plus rigide, avec quelques pépites. Aujourd'hui, il y a beaucoup de belles petites moyennes entreprises qui se tiennent un peu plus serrées, que les gens se connaissent puis qui ont envie de s'entraider pour que tout le monde grandisse. Plus de success stories un peu. Ouais. Moi, c'est comme ça que je le filme. J'adore. Oh oui, c'est... on fait le tour dans nos relations, puis il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont vendu.
Il y en a qui ont starté des business, là, comme tu dis. Là. Mm. Il y en a qui ont complètement quitté le domaine aussi. Fait que il y en a qui sont vraiment écœurés de la tech. Là. Fait que ça c'est quand même assez intéressant aussi de voir le move. Là. C'est pas parce qu'à un moment, tu as eu un SaaS ou une vie en tech que tu peux pas faire autre chose. Là. Intéressant. Je trouve que la tech, c'est tellement quelque chose de difficile. Tu sais, c'est aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, là, il faut que tu sois à jour. Tu peux pas passer, mettons, 6 mois sur une île déserte en te disant bon, ben là, je vais prendre un petit repos, puis après, je vais repartir à une boîte de tech. Là, tout change, là. En 1 mois, là, c'est un monde de différence. Fait que, puis, des fois, je trouve que ça me stresse aussi. Là. Je me dis, est-ce que je vais réussir à rester à la page tout le temps? Là? Donne-moi donc, parenthèse, mais donne-moi donc des exemples de carrières ou d'industries dans lesquelles tu peux avoir une carrière en UX qui n'est pas nécessairement en SaaS ou en tech ou en logiciel. Genre. Y en a-tu? Sûrement. Ben, dans la finance, OK. ils embauchent quand même des... Assurance. Ouais, assurance, banque. Dans les produits tech, mais ça reste quand même dans la tech, mais dans la finance. Public, parapublic, là, il y a quand même des gros postes qui se font. Là. Il y a j'ai perdu son nom, là, mais la directrice VP CX UX là, au CIUS de Montréal. OK. C'est quand même des gros postes. Ça, c'est des expériences utilisateurs critiques. Là. C'est genre Ben, c'est critique, les ouais. soins, autant que les gens qui les donnent que les gens qui les reçoivent, comment l'hôpital fonctionne, flow, un petit peu. C'est quand même hot, ça. C'est ton Tout le reste que tu as dit, ça m'intéresse pas, par exemple. Les banques, les assurances, man. Ouais, moi, c'est pas des mondes qui m'attirent, mais en tout cas, il y en a qui... Mais on s'en fout, c'est pas juste à propos de moi. Là. C'est pour les gens qui veulent faire du UX, tu sais. Ça, c'est le volet design de service. On avait exploré ça aussi il y a genre 8-10 ans. Ouais, mais il n'y a pas de maturité, malheureusement. Qu'est-ce que ça veut dire? Design de service, c'est plutôt que de designer des produits, des logiciels, ben, tu designes, mettons... L'expérience globale. L'expérience globale. Tu sais, mettons, à l'hôpital, oui, okay, c'est bon. le patient arrive, il s'enregistre. C'est pas de la tech, là, c'est le processus, comment les chaises sont placées, comment l'accueil est placé, comment... Fait, tu sais, c'est comme de l'ergonomie d'espace, mais pas que, parce que c'est vraiment tout le processus, tout le flow. C'est la clé du succès. Mettons, si on parle de la santé, là, c'est la façon dont le patient il arrive, il est pris en charge, puis est-ce qu'il va être pris en charge au bout de 6 heures, 2 heures, 6 heures, 12 heures, est-ce que c'est papier? Enfin, ces résultats vont être perdus, ça arrive souvent dans les hôpitaux, fait que tout ce flow-là. Hey, puis, honnêtement, là, si on a réussi à faire du productized service, de design de service, mettons, pour un paquet de joueurs, mettons, je vais prendre médecine privée, les cliniques infirmières privées, dentistes, un paquet d'affaires là, que genre, tu vis tout le temps des irritants, mettons, puis que c'est jamais le fun depuis 20 ans y aller. Si moi, il y avait une filiale qui genre changeait, mettons, la manière que je vivais leur service qu'ils m'offraient, man, genre, je voterais avec mon argent vite, là. C'est peut-être pas clair ce que j'ai dit. C'est un peu ça le gain de Uber, hein. Tu t'en fous que ce soit une app. C'est juste que t'appelais, ça venait, ça se passait bien, c'était agréable, puis c'était débité sur ta carte. L'app elle-même, c'est un moyen. Tu as vécu une expérience différente. Les gens ils ont redesigné le service de je veux me déplacer. Exactement, ils ont redesigné le service. Parce qu'il n'y a personne qui dit hey, je rêve vraiment d'embarquer dans une voiture avec un inconnu. Tu sais, c'est pas ça la proposition de valeur. À minuit, dans une design de sombre. service. On pourra s'en reparler offline, mais ça m'intéresse vraiment ça. Parce que je me dis, mettons, dans les events, ça se passe. Tu sais, il y a de la bouffe, il y a des gens que tu connais, des gens que tu connais pas. Il va y avoir un show, mettons, à 7h le soir, un live podcast devant l'audience. OK, tu t'assis où? Les lumières sont comment? Tu sais, toute la circulation dans l'événement, mettons, puis on fait une conférence annuelle l'année prochaine. Là. Fait que c'est vraiment des affaires qui m'intéressent, mais que je suis quand même noob, là, tu sais. Puis pour moi, c'est pas dur, les événements. Tout le monde veut me parler parce que c'est moi qui ai fait le podcast, puis c'est moi qui ai starté ça se passe. Fait que c'est pas anxiogène, mais tu sais, pour quelqu'un qui se pointe tout seul dans un événement, OK, il prend quelle porte? Où est-ce qu'il va? Y a-tu de la signalétique? La bouffe, c'est gratuit? C'est inclus? Son billet, le scanne où? Comment qu'il rentre en conversation avec une autre personne intéressante? Tout ça, c'est du UX. Là. Ouais, ça fait, Et après, la question, c'est does it matter? Parce que la clientèle que tu vises, hein, ces frictions-là, peut-être ça ne les dérange pas. C'est comme. Bon point, mettons, on prend les billets du Festival d'été de Québec. Là. C'est quoi l'incitatif pour eux d'améliorer l'expérience alors qu'ils savent qu'ils vont toutes les vendre? Fair enough, man. Puis je te dis pas qu'ils ont cette réflexion-là. Non, je comprends. Mais ils veulent offrir le meilleur niveau de service possible, mais en même temps, à un moment, tu vas toutes les écouler. Ouais. Comme...
Parce que là, moi, dans le fond, je suis tout le temps sold out. Fait que j'ai pas besoin. Ben, c'est ça. Non, mais les gens qui y vont sont prêts à vivre avec cette friction-là parce que le type de choses que t'offres, le type d'événement que t'offres, c'est vraiment bien. C'est un peu ça. Tu sais, il y a ce côté-là un peu scrappy, un peu start-up, un peu des gens qui sont là-dedans, qui vivent avec l'incertitude. Tu sais, le jour où tu as assez de reach, assez de crowd pour que ce soit que, mettons, des gens d'Industriel Alliance ou la Capitale ou des gens du gouvernement qui y vont, ils vont s'attendre à un autre niveau de service. Parce que je veux jamais qu'ils viennent. Ne dis Let's jamais. put this on record. Mais par exemple, nous, on l'a vu par exemple avec les journées UX où au début, c'était les premiers événements qu'on a fait de la journée UX. Des trippers comme vous autres. Ben, c'était au cercle. Il y Non. avait genre 30, Ah oui, pour les il y avait soirées, genre pas 30. pour les journées. Non, mais les journées, Ah, les je journées. pense que le premier, c'était au cercle, il y avait 30 personnes. C'est un petit groupe Non, fermé. C'était hot, là. Les autres années, après, on avait 200 personnes. Puis là tu avais des fonctionnaires. Puis là, il fallait que les gens année- soient assis, il fallait qu'il y ait des chaises. Tu sais, c'était plus rigide, c'était plus important. La première année, c'était que des VP puis des directeurs. J'avais même remboursé du monde, je me suis pas fait des amis parce que je savais que sinon ils allaient s'emmerder parce que c'était clairement pas pour eux. Là. Des designers, j'ai remboursé des designers en leur expliquant, mais ils ont mal pris le truc. Enfin bref, je leur disais que l'événement c'était aussi pour les aider après dans leur job. Mais bon, bref, on était 75. C'est moins que les ai vendus les Ok, billets. 75. Pardon, je voulais pas. Je veux corriger le truc. Parfait. Non, mais je pensais que je m'étais trompé de place. On était 75, désolé. Puis oui, la qualité de l'événement déjà devait être assez élevée. Moi, je suis française, là, la bouffe, c'est extrêmement... Tu me dis aussi, c'est extrêmement important, la bouffe, là. C'est la bouffe, le cadre et tout ça. Et le cadre, Okay. c'était un peu sombre, puis le plancher, il collait pas mal. Ouais, je me mat- rappelle au cercle. Putain. Le matin même, là, C'était hot, le cercle. Jeff Doucet, j'arrive, là, il était en train de passer la mop, là, parce qu'il y avait de la bière partout de la veille, là. Ça virait le soir. Ça me là, stressait, là. ouais. Mais bon, bref, mis à part que les planchers étaient un peu collants puis que la pièce était un peu sombre, l'événement avait vraiment une bonne réputation. Fait que l'année suivante, on en a refait une, puis on était partis de même. Mais c'est vrai que pour avoir cette clientèle-là, il fallait quand même que l'événement, la qualité en fait de l'événement soit bon. Mais Parce aussi, qu'il y avait une proximité avec les conférenciers. avec les années, on a essayé de monter l'organisation, la communication, tout ça, justement pour je veux dire, plaire plus large, parce qu'il y a plus de types, plus de différents profils qui viennent, plus de... Ouais. Fait qu'il faut que tu changes un peu ton événement. Ouais. là. Ouais. Toi, ça va. OK. All right. Fait que j'ai une couple de questions à envoyer en mitraille, puis on s'en va vers notre closing avec ça. Pricing, acquisition de clients, et puis embauche. First, pricing, ça ressemble à quoi le pricing de votre SaaS? Puis, y a-t-il une rationale derrière ça, mettons? Oui, le pricing mensuel, si tu fais un achat mensuel, en fait, c'est 59 US par mois. Si tu l'achètes annuel, ça revient à 39 US par mois. Puis, ce qu'on a vu dans les ventes, en fait, qu'on fait, c'est qu'on a découplé, en fait, le pricing en deux. Fait que là, en fait, on a un 39 par mois par user éditeur. Fait que tu es capable donc d'éditer le logiciel. Comme le power per user. C'est ça. Puis pour tout ce qui est, nous on appelle ça la licence contributeur, fait que c'est 7 US par mois. OK, nice. Fait que ça permet aux entreprises, je pense qu'à un moment on a raté des ventes, là. Fait que ça nous permet de vendre de façon un peu plus massive, puis de rentrer Capian de façon plus massive aussi dans les entreprises. Très cool. Parce que les gens qui rentrent puis qui sont un petit peu moins cruciaux ou genre... Ils sont plus en mode read que read puis write, mettons, dans le logiciel. Eux, ça vaut pas la peine qu'ils payent le... Ben, c'est ça, il y en Je a le qui vois sont... de plus en plus, ça, by the way, dans des pricing models. Là. Genre du tiering de users. Là, genre, eux autres, ça va coûter plus cher. Eux autres font juste checker, ça coûte des peanuts. Ben, ça, c'est parce que de toute façon, les fonctionnalités sont pas les mêmes, puis le besoin n'est pas le même. Là, fait que, OK, fait que tu feature flag, mettons, t'as pas les mêmes accès, pis tout ça, quand t'as un type de user X versus... Ouais, exact. Ouais. Okay, Ils pourront pas, par exemple, éditer, ajouter des fiches. C'est bon. Nice. Puis le changez-vous souvent? Non, là, c'est assez récent. En fait, c'est que j'avais fait des documents de vente, fait que j'avais testé ma vente pour pas déranger les devs une fois de plus. La validation, c'est bien. J'ai fait ma validation, puis sur la dernière année, je vois vraiment qu'il y a beaucoup plus d'intérêt. Pour moi, c'est plus facile aussi d'en vendre. De cette façon-là, j'ai moins de... j'ai posé la question à mon boss. Ouais, c'est quand même un bon budget par mois avec les équipes qu'on a. Fait que j'ai plus... les gens n'achètent plus... Ouais. Les prospects. Surtout que c'est des prospects. Côté acquisition de clients, ça s'est fait comment? C'est-tu très structuré? Je sais pas quel des deux est plus là-dessus.
C'est plus moi qui est sur l'acquisition des clients. Fait que là, nous, on a forcé beaucoup plus sur le SEO depuis 2021. OK, cool. On a vu quand même un bon changement là-dessus. Puis, avec ChatGPT puis OpenAI, on voit qu'il y a une courbe un peu plus compliquée avec le SEO. Fait que je suis pas trop... On dirait que les gens ils cherchent moins. Je sais pas. En tout cas, là, on est pas mal en train d'investiguer là-dessus. OK, intéressant. Par contre, on a quand même pas mal de users. On a quasiment toujours autant, voire un peu plus de users qui s'inscrivent. Fait que là-dessus, ça va bien. OK, nice. Puis... Faites-vous de la vente directe aussi? Ben, tu sais, t'as tout l'aspect hybride service que des fois, tu vas plugger le produit via des mandats de service. Effectivement, il y a ça. Puis il y a l'autre truc aussi où Capian est très connu à l'international. Capian, ici, est moins connu, parce que le marché, c'est une question de marché. Ouais, OK. Puis UXCO est connu ici, mais pas connu à l'international. Fait que le service reste quand même très local. OK, intéressant. Puis on passe pas mal sur LinkedIn. Moi, LinkedIn, c'est mon ami. OK. c'est mon grand ami. Fait que là, j'ai relancé mes publications parce que sur les derniers mois, voilà, les dernières années, j'étais pas très active. Fait que là, on voit aussi qu'il y a un meilleur reach. J'ai remonté mon reach, des affaires de même. Fait que sur le brand perso aussi, ça aide. Non, c'est que tu fais carrément du founder marketing. Là, tu sais, t'éduques, tu fais du content, puis des fois, ça... c'est ça fonctionne. Nice. Ça fonctionne bien. Puis là, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, il va rentrer. Là, j'ai un rep qui rentre. Pour de la vente. Pour de la vente. Fait que du outbound. Là, j'essaye ça. J'avais déjà essayé ça n'avait pas vraiment fonctionné. OK. Mais là, ce qu'on voit dans la tendance des SaaS, des logiciels, là, c'est qu'ils rembauchent des reps. Fait que moi aussi, j'ai vu ça beaucoup. Fait que là, je me dis, je pense que pour vrai, il doit y avoir un effet sur les intentions de recherche qui sont différentes par rapport justement à ChatGPT et puis ces outils-là qui sont rentrés. Je trouve que ça correspond un peu à ça. Là. Fait que, je pense aussi que le dollar que tu dépenses quand il est comme... tu dépenses moins de dollars de base avec des vendeurs, puis tu le dépenses juste s'il y a une vente, là. Fait que pour la commission, puis tout ça, peut-être que ça fit plus aussi ces temps-ci avec les budgets, puis moins de prêts, moins d'argent facilement accessible, comme on disait. C'est ça, puis les reps sont plus facilement embauchables ces temps-ci. Je pense qu'il y a... Ça se peut aussi, ouais. ça aussi qui est plus intéressant. Tu parlais des universités aussi, les formations, les universités. Capian est enseigné dans plusieurs universités. Moi, c'en est un Quand ils channel, enseignent j'avoue. cette portion-là de leur programme, ils font les exercices avec Capian, par exemple. C'est hot, ça. Puis on est cité dans des livres aussi, des livres de référence UX, de Errols ou des choses comme ça. C'est vraiment hot, ça. C'est comme si vous êtes positionné sur le côté théorique, académique de votre discipline, de votre milieu, genre. J'essaie de me demander si on pourrait répliquer ça ailleurs, mais je sais pas. Cool. On parle-tu d'embauche un tantinet? Oui, moi, je cherche toujours des designers UX. OK. Non, excuse-moi, je voulais te poser une question sur l'embauche. Ah bon? Tu fais bien de plugger ce que t'as... non, tu fais bien de plugger ce que t'as à plugger. Ma question sur l'embauche, c'est genre... Parce que vous et nous, on a vécu la réalité d'être bootstrappers à partir de Québec aussi. C'est pas tout le temps facile là, d'embaucher du bon monde, de les garder, etc. Ça a-tu été tough pour vous? Ça a-tu été plus ton rôle, l'embauche? C'est plus mon rôle. OK. Moi, c'est un enfer que je vis. Il y a personne qui nous écoute, mais... ouais, non, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Pour en avoir parlé avec d'autres entrepreneurs, tech et autres, je trouve que c'est la partie la plus difficile. Pourquoi? À cause du chaos qui est un humain, à cause de la difficulté de tester comme il faut avant de rentrer. Je pense qu'il y a ça. Il faut que tu les... c'est normal, il faut que tu les payes pour... Enfin, il faut que tu les embauches pour les mettre à l'essai. Tu sais, comme... On n'est plus dans la génération d'il y a 50 ans où tiens, tu vas venir bosser pour moi 3 mois gratuits. Après, je vais te donner de l'argent. Comme apprenti, genre. Ouais, c'est dans ça. le bon vieux temps. Ou en mode esclavagisme. Là. Fait que ça, je trouve ça... plus difficile parce que il faut que tu les onboardes. C'est moi qui les onboard. Fait que je leur montre toute la documentation. Il faut que je comprenne aussi c'est quoi leur niveau de compréhension dans notre domaine. Ouais. Ce qui est pas facile. Ouais. Parce que toutes les boîtes qui font du UX, en produit, je sais pas, là, mais toutes les boîtes qui font du UX en service, c'est les fondateurs qui font la vente. Puis avec Capian, on est quand même encore beaucoup identifié dans le UX. Fait que ça reste que c'est un milieu quand même à comprendre. Fait que ça, pour moi, c'est la plus grosse problématique. Le plus gros challenge. On ne parle pas de problématique, mais c'est vraiment un gros challenge. Après, nous, on est en Ruby on Rails pour Capian. Fait que ça reste quand même un challenge parce que les bons Ruby on Rails, ils coûtent une blinde, là, comme Jean-Michel, finalement. c'est quand même un peu niche. Puis t'as pas beaucoup de juniors, t'as surtout des seniors en Ruby on Rails. Fait que
Mais c'est une tech, c'est con, c'est comme les carrières du monde qui faisaient du Rails ont scalé avec les systèmes aussi. Tu sais, je veux dire, Airbnb, au début, c'était Rails. Je sais pas si c'est là encore ou pas, mais mon point est plus de dire le monde qui se sont fait la main sur du Rails, aujourd'hui, souvent, ils ont eu des bonnes carrières. Genre, je sais pas comment dire. Puis c'est moins cool and trendy. Fait que les jeunes qui coûtent moins cher, ils vont faire du React, mettons. Mais, ouais. Mais ça reste, t'as quand même un pool, right? C'est encore un langage très populaire. C'est juste que t'as pas nécessairement. Je dirais très populaire pour aujourd'hui les projets, mettons, ambitieux, mais c'est pas. Il y a encore des startups qui lancent avec ça, mais c'est pas trendy. Fait que, Non. on va dire, les jeunes, ils prennent, je pense, plus des affaires trendy, des affaires qui. Tu sais, au début, les outils que tu te donnes, c'est ceux qui vont te donner des chances de travailler. Fait que c'est ceux qui sont les plus utilisés. Puis en statistique, c'est pas Rails le fair. plus utilisé. Pour moi, ça reste un des très bons frameworks pour un one-man army. Pour quelqu'un qui veut un peu tout faire tout seul, puis bâtir vite et bien, permettre à des petites équipes de faire des grandes choses. Après, c'est une opinion parmi tant d'autres. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Y a-t-il des drapeaux verts ou des drapeaux rouges en entrevue que vous avez vus ou n'importe quoi que tu as appris à travers ces embauches-là? Je comprends que c'est pas tout le temps facile, puis je l'ai vécu moi tout, mais y a-t-il des trucs qui te marquent à cette heure ou que tu checkes plus? Oui. Quand ils me disent que Google est une source d'informations absolument incroyable, fait qu'ils n'ont pas besoin d'apprendre grand-chose, ça, c'était un problème pour moi. Et j'en ai beaucoup. Genre, je vais pouvoir apprendre via ça, même Ouais. si là, en ce moment, j'ai des lacunes, peut-être. Ou des lacunes, ou mettons pas de référence. C'est comme, mettons, si on parle de marketing SEO, si, mettons, j'ai des futurs employés, en fait, des candidats qui me disent j'ai pas de référence, mais ils sont en train de pitonner en même temps sur Google. Ça, c'est comme ça, c'était drapeau rouge. Là, je vais même pas à la prochaine étape. Genre, mettons, quelle source? Qu'est-ce que tu suis pour t'informer? Je close ça. Je sais pas, ils vont pas te dire SEO Moz ou ils vont pas te dire Ouais. un blog quelconque. Là. Ok, Ils vont je dire, comprends. je sais pas, je trouvais quand j'ai besoin. S'ils me Ok. nomment pas, ça se passe. Là, c'est comme... on va pas laisser avant la prochaine étape. Ah. Après, sinon, c'est peux-tu me nommer au moins un SaaS ou un logiciel? Puis c'est surprenant, mais ils savent même pas ce que c'est là, pour la très, très grande majorité. Ok. Donc, ça, c'est le drapeau rouge aussi. Puis, parce que moi, on n'a pas la capacité de former quelqu'un pendant des mois pour que ça marche. C'est ça. Fait que peut-être qu'il y a des perles rares, puis qu'en les formant, en les onboardant correctement, tout ça, après ça, ils vont déployer un plein potentiel. Moi, j'ai déjà essayé dans le passé, j'ai juste pas le temps. Sinon, je passe 75% de mon temps sur cette personne-là, puis la manœuvre est quand même assez volatile, fait que je peux pas... C'est un trop gros guess, en fait. On a souvent pris la chance de parier justement sur des jeunes, des profils à former, puis ça n'a pas toujours été payant. Fait aujourd'hui, on peut moins le faire, malheureusement. Après, ce qui a été surprenant, on a embauché quelqu'un, nous, en SEO, c'était un immigré. Il ne trouvait pas de boulot parce que récession, la problématique, c'est que les premiers qui écopent, ce sont les immigrés. Ouais. Fait que lui, je l'ai embauché temps partiel, puis ça fonctionne bien. Fait que lui, il a une bonne... En fait, il a 25-27 ans d'expérience. Fait que là, tu fais comme, OK, tu sais, c'est comme... Fait que ça, c'est drapeau vert. Ouais. C'est pas parce qu'il a beaucoup d'expérience que ça fonctionne, mais tu sais, ça... C'est intéressant de voir aussi c'était quoi les pratiques qu'il y avait aussi à d'autres places. Moi, ce que je cherche, là, c'est des personnes qui sont ouvertes. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne ici ou qui a marché ici qu'on va regarder nécessairement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est rapidement sortir des frontières pour ramener des devises ici, pour faire sortir pour apprendre, en fait, toujours apprendre plus dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, d'autres métaux qui puissent aider notre compagnie ou les clients qu'on a ici. Nice, c'est très cool. On s'en va vers notre closing. Y a-t-il des erreurs qui sont top of mind que vous avez faites pendant votre parcours puis que vous voudriez soit éviter aux autres ou juste dire hey, moi aussi je l'ai fait, j'ai de l'empathie? Moi, je dirais, on en a parlé un peu tantôt, le fait d'être vraiment zélé et de vouloir faire juste du produit, ça nous a nuit, je pense. On a raté des belles opportunités là, je pense, de vendre du truc couplé, autant le service que le produit. Je pense qu'on aurait gagné à avoir une meilleure offre, plus solide. Puis c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aujourd'hui. Je pense à Qualtrics vs SurveyMonkey, entre autres. Il y a un article intéressant là-dessus. Je pourrais peut-être te l'envoyer. C'est vraiment hyper intéressant où Qualtrics a gagné sur SurveyMonkey, entre autres parce qu'ils ont fait du service. Là où SurveyMonkey, c'est self-serve, puis tu fais tes sondages autant que tu veux, mais l'autre, ils ont un département de service, ils vont t'aider à monter tes études, ils vont t'aider à monter tes sondages, tout ça. Puis
au final, c'est eux autres qui gagnent. Puis l'autre erreur, je te dirais, c'est peut-être une question de positionnement où ça vient peut-être plus de moi, mais on s'était dit qu'on ne ferait pas de développement chez UXCO pour rester impartial par rapport aux recommandations qu'on fait. Parce que, tu sais, une agence, elle va te dire, écoute, ton site, c'est de la scrap, on va te le refaire. Ouais. Puis nous, on ne voulait pas être là-dedans. On va dire, écoute, il y a telle problématique. Voilà comment tu peux les régler. On peut travailler avec tes développeurs, avec ta firme, avec qui tu veux, si tu veux les changer. Ouais. On va t'épauler. Fait qu'on voulait rester impartial, partenaire de confiance. Puis, ça n'a pas permis d'avoir une vélocité aussi bonne qu'on aurait pu avoir, mettons, qu'on avait eu d'autres services complémentaires autour. Intéressant, ça. Intéressant. Y en a-tu qui te popent en tête, toi? Moi, en fait, il y a peut-être deux choses. C'est à un moment, il y a des consultants qui nous ont dit « Ouais, il faut refaire le site. » C'est le site du XCO, le site du Capian. Parce que, si ça se trouve, c'est pour ça là, que vous n'arrivez pas à faire autant de ventes, à la croissance que vous voulez avoir. Machin. Toujours une croissance de mesurer, mais bon, après, il y a la réalité aussi du marché. Puis, je pense que le design, le branding, c'est vraiment un poison. Mais genre, tu sais, c'est vraiment radical, c'est de la morora, quoi. Ça te tue. OK. Moi, je trouve. C'est pour ça que j'en fais pas, d'ailleurs. C'est parce que c'est trop facile. C'est trop facile de refaire le site web, c'est trop facile de faire du branding, c'est trop facile de faire du beau. Fait que ça pour moi, là, c'est du poison. Là. C'est radical. Pour une entreprise... N'importe laquelle. OK. Tu prends Beneva, ils ont refait le branding. Puis, tu sais, avec la fusion, les deux fusions-acquisitions, est-ce que c'est une entreprise qui va mieux que les autres? Est-ce qu'elle se démarque mieux? Bah... OK. Mais tu vois ça du comme branding. une distraction? C'est une distraction totale. OK. Dépendamment de ton stade, je dis pas que ça t'en prend pas du branding, mais dans la majorité des cas, tu refais ton logo. Nous, on a des clients, ils ont refait leur logo 5 fois, 6 fois. Tu sais, genre, tu prends Pepsi-Cola, là, quand tu vas chez Pepsi-Cola, là, t'as pas un camion là, qui est pareil, là, tu sais. Tout ça pour du branding. Quand tu vas chez Pepsi-Cola, tu sais, genre... tu sais, quand tu passes sur Charest, tous les jours, j'y vais. OK, intéressant, c'est un strong take, j'aime ça. Ça, c'est pas ça qui va te faire vendre plus. C'est pas ça qui va faire que le client va plus payer, moins payer. C'est comme d'avoir des beaux documents de vente. Moi, mes documents, là, ils sont pas beaux, là, puis ça m'empêche pas de vendre, là. Ouais. Tu te rappelles, Steph Guérin, pendant 10 ans, c'était le genre de cartoon d'H10. À un moment donné, ils ont fait vraiment un job de polish. À un moment, tu peux. Tu veux ramper up, tu veux changer de catégorie de marché, tu veux changer la perception. C'est une question de positionnement, d'une certaine façon, des fois. Donc, tu sais, il y a des moments où ça a de la valeur. On parle dans le B2B. Ouais, là, tu parles dans le B2B. Ouais, si je parle dans le B2C, c'est sûr que là, c'est très sensible. Ouais, fair, c'est une bonne nuance. Ça c'est la très grosse nuance. Mon deuxième point, c'est le feeling. Toujours écouter son feeling. Moi, j'ai pas assez écouté mon feeling. Ouais. Puis quand, que ce soit dans les embauches, dans les clients, quand il y a un qui te dit « Ouais, il faut que tu reviennes à Paris parce que là, on va te présenter 12 personnes. » Puis là, tu te dis « Attends, il y a un truc là. Je le sais pas, je le sens pas. Là. Chris, tu prends l'avion, puis finalement, ben, tu sais que ta vente, elle se fera pas. Puis tu le sais, genre, 2 heures plus tard après la réunion, parce que tu vas bouffer avec. Puis en plus, tu as ramassé la facture. Fait que, ça sent le vécu, ça. Bref. Alors, Louis Tétu de Coveo m'avait dit tu prends pas l'avion à moins d'un contrat de, je crois que c'était 75 000 ou 100 000. Bon, avec le Covid, ça a dû augmenter. Puis, tu prends pas de ta voiture à moins de 50 000. Je suis comme, moi, je suis pas dans les mêmes ratios. Je vais quand même prendre ma voiture pour moins de 50 000. C'est bon, Chris. Je l'ai rencontré pour la première fois. J'ai serré la main quand on a fait un événement chez Coveo. Ça a été assez bref, mais un jour, sur le podcast, Louis Tétu. You heard it here first. Dans 5 ans, vous voyez le produit où, la firme où? C'est une bonne question. Qu'est-ce que tu vas assurément dans un mode de fusion-acquisition. Okay. Moi, je pense que pour grossir, puis pour avoir la capacité, la vélocité, donc moi, je rêve, c'est vraiment passer en mode acquisition. Vous faites une acquisition ou vous faites acheter? C'est une bonne question. Ah, OK. Là, on peut le laisser ouvert. C'est une bonne question, mais dans les 24 derniers mois, on a eu des propositions qui n'ont pas débouché, la preuve. OK. C'est intéressant. Fait qu'on a eu d'autres demandes là, qui datent des dernières semaines, mais c'est pas
Pour l'instant, c'est OK. pas d'actualité, mais c'est sûr que Capian est un outil qui peut très bien se coupler avec d'autres, puis avec des pratiques aussi Ouais. différentes. L'intelligence artificielle aussi arrive. Là, nous, c'est sûr qu'on va implanter des outils d'intelligence artificielle dans Capian pour pouvoir mieux Hmm. travailler, pour travailler aussi de façon plus complémentaire dans les équipes. Fait que c'est sûr qu'il y a encore beaucoup de choses. C'est sûr qu'il y a. D'ailleurs, la tech, là, si t'arrêtes de développer, t'es mort. Là. Fait qu'on s'entend, là. Si t'arrêtes d'avoir des idées, t'es mort. Que ce soit tant au niveau du développement que du marketing. Hmm. Fait que là, nous, c'est sûr, on est toujours chaud bouillant, là. Fait que c'est sûr qu'il va y avoir une évolution assurément dans les 5 prochaines années. Moi, je OK. pense que ça va être dans les 3 prochaines années. À Excellente suivre. réponse. Excellente réponse. C'est une belle ouverture aussi, puis je suis content qu'on la fasse sur le pod. Tu sais, il y a plein de monde qui écoute. Peut-être que. Who knows? Ça va peut-être créer une opportunité. Avez-vous changé d'idée sur quelque chose dans les 5 dernières années? Avez-vous l'impression qu'on y a comme déjà répondu, basically, avec la Ben, question d'erreur? moi, on en a parlé un peu justement avec Ouais. différents points de vue que j'avais, puis qu'aujourd'hui c'est autre. Parfait. Autre chose que tu voulais ajouter là-dessus, toi? Ouais, moi, quand j'ai starté, quand je suis partie en business, j'étais sûre que je voulais avoir une entreprise à 1000 employés. Oh, wow. Let's go. Tu sais, moi, Louis Tétu, là, c'était comme... Avant que je le rencontre, puis même quand je l'ai rencontré, c'était comme... Moi, je vais être Louis Tétu. Moi, je vais avoir une business à 1000 employés. Je veux faire des ventes à 1 milliard. Puis Let's go. finalement, j'ai eu un enfant. Puis là, j'ai comme... tu sais, si j'arrive à avoir 200 employés, ce serait déjà pas mal. Tu sais, genre étape par étape. Plutôt que de brûler, je me suis dit, on va voir, en fait, jusqu'où ça va me tenter. OK. Ça... Pour moi, ça a été un genre de game changer personnel. Parce que je me dis, c'est beaucoup moins de pression. Ouais, fair. Puis avec mon groupe de girl boss, on a eu ce genre de discussion-là. Et puis elle me dit, t'es sûr que ça va te tenter? Puis pourquoi tu veux faire ça? Moi, c'est pour avoir un impact social, pour avoir du carburant, pour faire autre chose, pour sortir de nouveaux projets. Oui, mais étape par étape. Là. Ouais. Fait que ça peut paraître niaiseux, là. Mais c'est une job d'introspection puis de connaissance de soi aussi. Ouais. Puis je pense que c'est... On mature tous aussi là-dedans. Mm. On a un starting point que c'est genre notre environnement, les exemples qu'on a vus, on se dit « Ah, ben, c'est là que je vais aller. » Mais en essayant d'aller vers là, tu te découvres toi-même. C'est comme « Ouais, dans le fond, moi, c'est pas nécessairement cette track-là. » Exact. Avec les rôles et responsabilités qui viennent avec, là. Qu'est-ce qui est le plus le fun puis qu'est-ce qui est le plus tough dans le business? Je pense que ce qui est plus le fun, c'est d'imaginer ce qui peut être. Ça reste qu'il y a un potentiel incroyable. Ouais. L'avenir est radieux. Nous, on n'est pas des gens qui regardent beaucoup derrière. Tout ce qu'on peut faire, justement, tu parlais des AI, tout ce qu'on peut faire pour faciliter la vie des users, où est-ce qu'on peut amener l'entreprise, les projets potentiels, c'est quoi l'impact qu'on peut avoir dans la vie des gens. Parce que, tu sais, on fait ça un peu... Moi, je fais ça, entre autres, pour avoir de l'impact sur la vie des gens. Tu sais, l'idée de faire du UX, d'améliorer les systèmes, d'améliorer les services, c'est pour que les gens fassent autre chose de leur vie que d'utiliser des services en ligne ou que ce soit plus facile, Ouais. plus le fun, moins frustrant. Fait qu'améliorer la vie des gens, pour moi, c'est un gros point aussi. C'est le plus le fun? Le plus tough? Oh, le plus tough, je pense que ça restera toujours une espèce d'incertitude financière parce Ouais. que pour moi, l'argent, c'est du carburant pour faire autre chose. Tu as moins d'argent, tu peux moins embaucher, tu peux aller moins vite, tu peux faire moins les projets. C'est comme je te dis, moi, là, ça ira jamais assez vite. Fait que j'aurai jamais assez de carburant. Fait que c'est ça qui est le plus tough. OK. Pour finir, avez-vous des shameless plugs, n'importe quoi là, que vous voulez plugger ou promouvoir, c'est le temps. Tu disais que tu voulais embaucher des designers UX tout à l'heure? C'est Ouais, normal. mais designer UX, mais en fait, moi, c'est faire rentrer Capian dans des entreprises qui sont plus grosses. Fait que Ok, dans des nice. équipes produits. Fait que Ok. Capian, c'est un outil pour les équipes produits. Donc, je prends tous les noms, toutes les Parfait. entreprises, partout dans le monde. Parce qu'on a même des clients aussi en Géorgie, le pays de la Géorgie. Fait que on a quand même on a une bonne étendue de territoire. Fait que n'importe où, International. je prends. Et en plus, on fait des super bonnes commissions. Money. OK, super, parfait. Allez-vous refaire un événement, vous pensez, à un moment donné, d'UX? Ça nous nous est demandé. Ouais. Mais Peut-être que je pourrais aider. écoute, On s'en avec reparle. plaisir, parce que c'est quasiment une certitude à 95% que je le referai pas seul. Ouais, je comprends. Fait que... T'es pas la seule à m'avoir dit ça, une affaire de même. Ben, tu sais, genre, moi, j'étais capable de gérer jusqu'à 200 personnes seule. Le jour de l'événement, là, sur les 2 dernières années, on avait des bénévoles. Mais là, tu sais, il y a du stress, il y a eu l'épisode de la COVID aussi. C'est du temps, ouais. Ouais, c'est énormément de temps. Moi, je passais 2 mois à le faire. Tu sais, c'est sûr, c'était pas à temps plein, mais après ça, il fallait que je fasse de la récupération. Tu sais, de la récupération en fait de mandats, la récupération de clients, la récupération, tu sais, genre
tous les intrants de Capian aussi. Fait que Ouais. tu sors de là, c'est déjà fatigant et il faut que tu remettes encore une autre couche. Fait que là, je vais faire les choses différemment pour l'avenir. Ça, c'est une certitude. Les amis, merci pour votre temps. Ça a été un privilège de catch-up avec vous autres dans le blanc des yeux, puis avoir le temps de le faire, puis pas être pressé. Merci beaucoup. Avec plaisir, Merci à François. toi. What's up, folks? Donc, comme vous savez, je parle avec des centaines de professionnels SaaS par année. Puis chaque semaine, maintenant, j'écris sur un thème clé qui m'excite ou qui me trigger. L'infolette, ça se passe, c'est le recul hebdo pour prendre les meilleures décisions côté compagnie ou carrière. Management, produits, commercialisation, je couvre tout ça et plus avec des histoires vraies puis des exemples concrets. Tu peux t'abonner sur notre homepage, il y a un pop-up, ou directement au saspace.beehive.com ou rendre ça dans Google. All right? Cheers! Félicitations, vous vous êtes rendus jusqu'à la fin de l'épisode et vous méritez maintenant l'outro custom de Frank. J'ai une coupe de call to action. Ça se passe, c'est une business d'amour. On met de l'effort, de l'énergie, de l'argent aussi. Si vous voulez nous aider, il y a un paquet de trucs que vous pouvez faire. First, on investit beaucoup dans l'infolettre. Donc, chaque semaine, je fais des éditoriales où est-ce que je creuse dans un sujet puis je me gêne pas de dire les choses comme elles sont. Vous pouvez vous abonner sur le site web, saspace.com. Il y a l'onglet infolettre. Puis il y a aussi la call to action box à la fin de la page d'accueil. Donc, checkez ça. Sinon, si vous avez un SaaS au Québec, vous pouvez l'inscrire à notre index. Saspace.com, il y a un gros bouton mauve ajouter votre SaaS. Il y en a plus de 300. Si vous ne suivez pas déjà le pod, allez le faire sur Spotify, Apple Podcasts, sur YouTube. Puis si vous pouvez nous laisser un review, ce serait vraiment smart. Ça nous aide à être plus découverts. On a un job board aussi. Si vous voulez poster une job ou trouver une job en SaaS au Québec, saspace.com/emploi avec un S. Un gros merci à tous nos partenaires certifiés qui financent et supportent beaucoup Ça se passe. Vous avez Léviat Légal pour tout ce qui est avocat, droit, besoin dans ce genre-là. Le Chiffre pour finance, fiscalité, comptabilité. Baseline pour tout ce qui est accompagnement en AI. Vous avez Coveo, un employeur certifié qui offre des carrières de feu dans un scale-up. Fait que merci à ce monde-là, encore une fois. On fait aussi des événements en présentiel très cool, souvent presque tout le temps sold out. Vous pouvez nous suivre sur Eventbrite pour être au courant de ça, ou on en parle sur le pod aussi. Et puis finalement, last but not least, suivez-nous sur les socials, donc LinkedIn, Instagram. C'est là qu'on poste toutes les nouvelles sur la compagnie, mais le nouveau content qu'on fait aussi au niveau du pod, des events, etc. Fait que c'est ça. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. Cheers!